Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 141, lancé contre. Terre des ombres, d'un skate. Le lendemain du jour où James affronta la plupart de ses nobles, ses Huchulins se préparaient à affronter Skatash. Alors que James, Sona et leurs compagnons attendaient le début du duel, Sona posa une question. J'ai le sentiment que ce sera différent de nos combats avec Maître Skatash, dit Sona en attendant la réponse de James. Si c'est ce que je ressens, c'est parce que c'est le cas, répondit James sans son sourire habituel. Le maître lui accordera tout ce temps. Alors, ce sera comme ça la dernière fois, demanda Mizor, une pointe de peur au visage. J'ai cru que tu allais mourir, cette fois-là. En entendant cela, Tsubaki tourna rapidement la tête vers le champ de bataille. Est-ce que ce tenta va bien, demanda nerveusement Tsubaki. Honnêtement, je ne sais pas, dit James. Le maître a dit que nous surpassions tous les deux le Huchulin originel. Cependant, je me demande ce qu'elle entend par « compétence ». Je doute que nous soyons aussi forts. Tu es sérieux, demanda Sona. En termes de prouesse au combat, il a dit que vous deux surpassiez le plus grand héros de la mythologie celtique? Oui, elle l'a dit le jour de notre arrivée. James hocha la tête. C'est pour ça qu'elle ne nous laissait pas nous battre avec aucun d'entre vous en tête-à-tête. En plus d'être plus fort, même si on réduisait notre puissance pour égaler la sienne, le combat ne serait pas terrible. Dante était sur le point de protester lorsqu'il entendit James dire cela. Cependant, une vive lumière provenant du terrain d'entraînement détourna son attention de la conversation. Dante ne fut pas le seul à être capté par cette lumière vive. Tous se tournèrent vers lui après l'avoir vu. Alors, elle a levé les seaux, dit James en regardant son maître et condisciple. Très impressionnant. Elle est exactement comme moi maintenant. Pendant que James parlait avec les autres, ses Huchulins parlaient du duel à venir avec Skatash. Êtes-vous prêt? Demanda Skatash. Vous devriez vous préparer à mourir pendant ce combat. Soupir. Je suis prêt, maître, répondit ses Huchulin en resserrant sa prise sur son arme. Mais quelle est la condition de victoire, si je puis me permettre? Survivre, dit Skatash avec indifférence. Il te suffit de survivre pendant que j'évalue ta progression. Cela signifie que j'attends de toi que tu me montres tout ce que tu as appris. Compris, dit ses Huchulin, le regard déterminé. Bien. Skatash hocha la tête. Alors je vais lever tes seaux. Tu auras 1 minute pour t'habituer à ta nouvelle force. Après ça, j'attaquerai. Sur ces mots, l'index droit de Skatash s'illumina tandis qu'elle pointait ses Huchulins. Puis, des phrases runiques s'allumèrent sur ses poignets et ses chevilles. Puis, une série de runes reliait les 4 phrases runiques au cœur de ses Huchulins. Skatash tourna alors son doigt comme on tournerait une clé, et les phrases runiques commencèrent à s'effriter. Alors que les dernières runes disparaissaient du corps de ses Huchulins, celui-ci se mit à briller intensément. Tandis que la lumière brillait, ses Huchulins sentit son corps se renforcer et ses réserves de puissance démoniaque augmenter sensiblement. Au sommet du niveau initial, ses Huchulin sentit sa puissance s'élever rapidement jusqu'au niveau intermédiaire. Puis, après quelques minutes, il sentit qu'il progressait vers le niveau avancé. Quelques minutes plus tard, sa puissance se stabilisa au sommet du classement final. On dirait que tu as travaillé dur, mon disciple, dit Skatash en hochant la tête avec satisfaction. Je suis impressionné d'avoir gagné 2 niveaux. Merci, maître, dit ses Huchulin en testant son corps. Serrant les poings, testant son amplitude de mouvement, lançant des coups de poing, sautant en l'air et brandissant sa lance, ses Huchulin effectua une série d'exercices d'échauffement pendant la minute qui lui fut impartie pour s'adapter à sa force nouvelle. Puis, dès qu'il eut terminé, il adopta sa position de combat. Aussitôt en position, il brandit sa lance pour parer un coup qui lui était dirigé vers la gorge. Puis, profitant de l'élan de sa défense, ses Huchulin lança la pointe de sa lance vers le flanc gauche de Skatash. En ripostant, Skatash fit tournoyer sa lance et parvint à dévier facilement l'attaque vers le haut. Elle retira ensuite sa lance et lança une salve d'estoc. Ses Huchulin évita la plupart des attaques, et celles qu'il ne put éviter, il les para avec le minimum de force nécessaire. Une fois le déluge terminé, ses Huchulin lança sa propre salve d'attaque. Estoc, balayage et coups de poignard fusèrent sur son maître sous tous les angles et à des vitesses variables. C'est dingue, s'exclama Dante. Ce salaud de lancer se retient-il de moi? Impossible, dit James en secouant la tête. Lancer a subi des sauts assez puissants sur son corps depuis quelques années, supprimant sa puissance physique et démoniaque. Il aurait donc été impossible de combattre à ce niveau avant aujourd'hui. Attends, si Lancer avait ses sauts, ça veut dire que tu les as aussi, demanda Sona. Oui, depuis mes 13 ans, répondit James, observant chaque détail du duel. Lancer et moi les avons attrapés en même temps. Si Lancer passait du rang initial au sommet du rang final, à quoi ressemblerait-il après avoir retiré les sauts, demanda Moka avec curiosité. C'est vrai, s'exclama Mizor. Tu es déjà en tête du classement. Alors, combien vas-tu progresser? J'aimerais bien savoir aussi, répondit James en haussant les épaules. On ne peut le savoir qu'une fois laissé les lever. Alors que les 2 hommes s'échauffaient, leurs lances ne ressemblaient plus qu'à des points rouges. Finalement, ses Huchulin comprit qu'il n'arriverait à rien si les choses continuaient ainsi.
En fait, le duel ne se terminerait même pas par un match nul, car il percevait plus clairement la différence de puissance entre lui et Skatash. Comprenant cela, Sehushulin activa une rune sur la pointe de sa lance au moment où Skatash parait une de ses attaques. Lorsque les deux lances entrèrent en collision, une explosion se produisit, et l'onde de choc soudaine déstabilisa momentanément Skatash. Profitant de l'instant, Sehushulin s'avança et frappa la poitrine de Skatash de son épaule, la faisant reculer d'un pas. Il profita ensuite de sa position déséquilibrée pour attraper la lance dans la main de Skatash et la plaquer au sol. Il frappa ensuite Skatash à la clavicule. Skatash lâcha sa lance et la leva pour parer le coup. Profitant de l'occasion, Sehushulin frappa le poignet de Skatash, la forçant à lâcher sa lance. Normalement, Skatash ne perdrait jamais le contrôle de son arme. Cependant, Sehushulin utilisa une autre rune. En plaçant une rune de foudre de faible puissance sur la semelle de sa botte, Sehushulin parvint à masquer son activation en brûlant son énergie démoniaque au moment du coup. Bien que la rune ne fût pas assez puissante pour infliger des dégâts physiques, l'engourdissement provoqué par la foudre, combiné à la force du coup de pied de Sehushulin, suffisit à désarmer Skatash. Déterminé à exploiter son avantage, Sehushulin lança une nouvelle salve de coups. Et sans arme, Skatash fut contraint de reculer devant sa lance. Pourquoi n'en invoquait-elle pas un autre, pensa Sehushulin. Elle pourrait facilement en invoquer autant qu'elle le voudrait. Elle en a littéralement des centaines. Lorsque Sehushulin a poussé Skatash sans son arme, les spectateurs étaient sous le choc. Lancé est en train de gagner, demanda Flora, l'air surpris. On dirait bien, dit Moka, hésitant. Mais j'ai le sentiment que c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Ton instinct est bon, dit James en l'observant attentivement. Si Lancé ne fait pas attention, il tombera dans un piège. Un piège, demanda Tsubaki. Quel genre de piège? Je suis sûr que vous avez tous vu comment Lancé a utilisé des runes pour désarmer le maître, n'est-ce pas? À cette question, tous ceux qui ont regardé le duel ont acquiescé. Alors, à ton avis, qui a appris les runes à Lancé, demanda James avec un sourire en regardant Skatash lancer sa contre-attaque. Tandis que tout le monde haletait, Skatash activa quelques-unes des runes qu'elle avait placées en s'éloignant de Sehushulin. D'abord, alors que Sehushulin avançait d'un pas, une rune anti-frottement s'activa localement. Bien que son pied ne glissât pas trop en avant grâce à son excellent contrôle corporel, ce petit mouvement fut amplement suffisant pour Skatash. Dès que son pied cessa de glisser, une rune de gravité s'activa, alourdissant la jambe de Sehushulin de 40 fois. Puis, alors qu'il s'arrêtait brusquement, Skatash se précipita sur le disciple et le frappa à la clavicule. Elle enchaîna ensuite avec un coup de coude dans les côtes, suivi d'un coup de poing à l'aisselle. Le combo se termina par un coup de pouce. Fissure. Maintenant, avec son pouce cassé, Sehushulin ne pouvait plus tenir la lance. À cet instant, l'effet de la rune de gravité cessa. Puis, avant que Skatash ne puisse l'atteindre, Sehushulin éloigna sa lance d'un coup de pied. Bien qu'il puisse la manier de la main gauche, sa puissance et sa précision seraient réduites sans sa main dominante. Ainsi, à son avis, combattre au corps à corps était une bien meilleure alternative que de combattre à main nue contre un Skatash armé d'une lance, s'il en récupérait une. Puis, d'un combat à la lance, le duel se transforma en arts martiaux et en création de runes. Malheureusement, Sehushulin était surpassé dans ces deux domaines. Bien qu'il excellât au corps à corps, la maîtrise de Skatash en création de runes était d'un tout autre niveau. À chaque coup, un effet supplémentaire était produit par les différentes runes qu'elle activait au contact. Parfois, Sehushulin était stupéfait par un éclair, qui désarmait Skatash, et d'autres fois, il était touché par une autre explosion. Sans oublier les runes qui limitaient ses sens pendant une courte période. Perdre la vue, l'ouïe ou le toucher de temps en temps était insupportable pour Sehushulin. Cela commence à devenir difficile à regarder, dit Dante en souriant. Pourquoi ne pas effacer ce sourire de ton visage et réessayer, demanda Lady en levant les yeux au ciel. Mais ça dure quand même beaucoup plus longtemps que d'habitude, dit James avec un sourire. Fissure. Oh, il s'est cassé le bras, dit James avec un sourire. Je ne sais pas comment il a réussi à se faire prendre la tête. Oui, mais même avec ce bras cassé, comment peut-il le bouger comme ça, demanda Flora, visiblement plus intéressée par le combat maintenant qu'il s'était transformé en combat d'arts martiaux. Je ne sais pas, mais n'as-tu pas l'impression que Hulk a écrasé Loki, demanda Mysore. Tout le monde hocha la tête. Le combat prit fin lorsque Skatash porta un coup de paume sur le côté du visage de Sehushulin, lui brisant la mâchoire et provoquant probablement une commotion cérébrale, le laissant inconscient. Une fois le combat terminé, Tsubaki, suivi de Shuna, se précipita vers Sehushulin, terrassé par la mort. Dès leur arrivée, Shuna entreprit de soigner le jeune homme inconscient. Pendant ce temps, James s'approcha et ramassa les deux lances abandonnées pendant le combat. Arrivé devant Skatash, James lui offrit respectueusement sa lance. Alors il est décédé, demanda James en posant la lance de Sehushulin à côté de lui. Avec cette question, tous les autres qui s'adressaient également aux deux guerriers écoutaient attentivement pour entendre le résultat. Oui, c'est arrivé, dit Skatash, un rare sourire éclairant son visage. Je suis très fier de voir à quel point elle a grandi. En entendant cela, tout le monde s'est enthousiasmé pour Sehushulin, même Dante, qui a fait de son mieux pour le cacher. Malheureusement, Mysore a remarqué que sa lèvre supérieure tremblait. Oh, regarde, dit Mysore en désignant Dante. Le fils Cinder de Sparda essaie de ne pas sourire. Il est content que Lancé soit mort lui aussi.
Bon sang, s'exclama Dante. Quand vas-tu arrêter de m'appeler comme ça? Quand cesseras-tu d'agir comme une tsundere? Demandèrent Mizore, Moka, Lady, Shuna et Shion à l'unisson. Après quelques minutes de conversation, grâce aux soins de Shuna, Seu Shulin reprit conscience. Voyant tous ces visages familiers, Seu Shulin esquissa un sourire ironique. Merde, ça fait encore plus mal quand un groupe de personnes te voit te faire botter le cul, dit Seu Shulin en baissant la tête. Relève la tête, mon idiot de disciple, dit Scatache d'un ton sévère. Perdre n'a rien de honteux. Ne t'as-tu pas appris cela de moi après toutes ces années? Ou peut-être devrais-je te rappeler la leçon? Tandis qu'elle parlait, Scatache frappa le sol avec la pointe de sa lance. Non, maître, je comprends, dit Seu Shulin, transpirant nerveusement. C'est juste que Tsubaki l'a vu. Tandis qu'il parlait, la voix de Seu Shulin baissait et son visage devenait encore plus rouge. Voyant cela, Tsubaki serra Seu Shulin dans ses bras, tandis que tout le monde souriait. Eh bien, maintenant que tu as réussi l'épreuve finale, es-tu prêt pour la dernière leçon? Demanda Scatache. En entendant cela, Seu Shulin se figea d'horreur. Il fut un temps où il aurait sauté de joie à cette occasion. Mais maintenant qu'il avait Tsubaki, il voulait refuser. Malheureusement, il n'était pas sûr que cette leçon soit obligatoire. Dernière leçon? De quoi s'agit-il? Demanda Tsubaki avec curiosité. C'est une leçon sur la façon de faire plaisir à une femme, dit Scatache, son expression a changé. En entendant cela, Tsubaki rougit et essaya de cacher Seu Shulin à Scatache. Maître, je ne pense pas que vous ayez besoin de cette leçon, dit Seu Shulin avec crainte. Scatache regarda le couple et sourit malicieusement. Puis elle partit. Viens dans ma chambre plus tard, dit Scatache sans se retourner. Chapitre 142, exercice de soulagement du stress. Terre des ombres, d'un skate. Le lendemain du combat entre Seu Shulin et Scatache, tout le monde avait droit à un jour de repos. James supposait que Scatache souhaitait prendre un jour de repos pour être au meilleur de sa forme lorsqu'elle l'affronterait le lendemain. Sachant qu'ils auraient leur journée de congé, tout le monde était content de ne pas avoir à subir l'entraînement infernal de Scatache. Cependant, ils étaient un peu déçus de constater qu'il n'y avait rien à faire à Dunsket. En tant que jeunes de l'ère moderne, ils ne savaient pas quoi faire sans électricité ni commodité moderne. Assis à la table du dîner, les jeunes prenaient leur petit déjeuner ensemble. Pendant qu'ils discutaient, James s'assit à côté de Seu Shulin et lui posa quelques questions. Alors, comment s'est passée la dernière leçon du maître? Demanda James en regardant Tsubaki, qui rougissait en parlant à Sona. Mec, elle m'a fait une peur bleue, a déclaré Seu Shulin avec un sourire ironique. Vraiment? Que s'est-il passé? Demanda James, curieux. Eh bien. Seu Shulin commença à raconter son histoire. Flashback. Après avoir entraîné James, Sona et leurs compagnons, Scatache retourna dans sa chambre. Une quinzaine de minutes plus tard, elle sentit Seu Shulin s'approcher. Il est vraiment venu, dit Scatache avec un sourire. Toc, toc, toc. Maître, je suis venu comme on me l'a ordonné, dit Seu Shulin de l'autre côté de la porte. Entrez. Dit calmement Scatache. Puis, Seu Shulin ouvrit la porte et entra dans la pièce. En entrant, il se figea. Scatache portait une cape qui couvrait à peine ses jambes sexy. De plus, son décolleté était amplement visible grâce à la façon dont elle nouait sa robe. Pourquoi as-tu l'air si surprise? Demanda Scatache en regardant sa disciple. Tu savais à quoi t'attendre en venant ici, n'est-ce pas? Je l'ai fait, mais... dit Seu Shulin en détournant le regard de la silhouette attrayante de son maître. Eh bien, viens ici, dit Scatache en s'asseyant sur le lit. Tu as beaucoup à apprendre. Siroter. Voyant Scatache s'asseoir et croiser les jambes, Seu Shulin ne put s'empêcher de saliver. Puis, résigné, il s'approcha du lit de Scatache. Cependant, avant qu'il puisse s'asseoir, Scatache passa la main sous l'oreiller et en sortit un livre. Puis elle poussa la poitrine de Seu Shulin. Hein? Qu'est-ce que c'est? Demanda Seu Shulin en ramassant le livre. Les Yao, dit Scatache en croisant les jambes dans la direction opposée. Une fois que tu auras fini, je répondrai à toutes tes questions. Ce sera ta dernière leçon. Mais je pensais. Dit Seu Shulin un peu confus. Oh, alors tu voulais un cours pratique plutôt qu'un cours théorique? Demanda Scatache en haussant un sourcil. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, dit frénétiquement Seu Shulin en ouvrant le livre et en commençant à lire. Fin du flashback. Il m'a fallu environ 45 minutes pour lire le livre, et nous en avons parlé pendant 2 heures supplémentaires, a déclaré Seu Shulin, exaspéré. Lorsque Seu Shulin eut terminé son histoire, James rit hystériquement. Ah. Attends. Ah. Attends. Tu es en train de me dire que maître t'a aidé à étudier un manuel sexuel? Demanda James en hyperventilant. Oh. Zut, c'est tellement drôle. Tu vas bien te taire maintenant, dit Seu Shulin d'un ton irrité. Il était déjà assez gêné. Quelques minutes s'écoulèrent avant que James ne parvienne à contenir son rire. Après cela, il posa une autre question à Seu Shulin. Alors, comment Tsubaki a-t-il réagi à cette histoire? Demanda James, curieux. Zut, s'exclama Seu Shulin. Elle a ri plus fort que toi. Cette réponse déclencha une nouvelle salve de rire. Puis, après quelques minutes de rire de James et de bouderie de Seu Shulin, ce dernier posa une question.
Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pendant ce jour de congé, demanda Séuchulin. Je ne sais pas, dit James en lui caressant le menton. Je vais probablement faire un peu de dessin. Je veux aussi bien dormir avant mon combat de demain. C'est une bonne idée. Séuchulin hocha la tête. Fais juste en sorte d'être au mieux de ta forme. Je sais, répondit James. Puis, après un moment, tout le monde quitta la salle à manger pour vaquer à ses occupations pendant son jour de congé. James retourna dans sa chambre, prévoyant de dessiner comme il l'avait dit à Séuchulin. Mysore et lui avaient presque terminé de dessiner Sailor Moon. Bien qu'ils ne dessinaient que 2 chapitres par soir quand ils en avaient le temps, l'histoire principale de Sailor Moon ne comptait que 60 chapitres, appelés actes. Toc, toc, toc. Après avoir réalisé les premiers dessins de 3 chapitres, quelqu'un frappa à la porte de sa chambre. Sans perdre de temps, James, songeant à faire une pause, posa ses outils de dessin et se leva. Puis il alla ouvrir la porte. De l'autre côté se trouvaient Sona, Mysore et Flora. C'est une excellente combinaison, dit James en s'éloignant. Bref, entrez, s'il vous plaît. Dès qu'elle s'est présentée, Sona, Mysore et Flora sont entrés dans la pièce. Flora, la dernière à entrer, a fermé la porte derrière elle. Alors, quoi de neuf, demanda James. Sans un mot, Sona se jeta contre la poitrine de James et entoura son cou de ses bras. Puis, elle pressa ses lèvres contre les siennes avec passion. Au même moment, Mysore s'agenouilla et commença à baisser le pantalon de James. Rompant le baiser, James posa une question surprise. « Crois-moi, je ne me plains pas, dit James en souriant. Puis il demanda, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es plutôt agressif aujourd'hui. » « On a besoin d'aide pour se détendre après un entraînement intense, dit Sona tandis que Flora s'approchait et embrassait James. « On sait que tu as aussi besoin de te détendre avant le combat de demain. C'est donc une solution gagnante pour tous, non ? Après une longue action entre 4 amoureux. » James dit en souriant. « Je vous aime tous. Je ne vous oublierai jamais. Au fait, je suis surpris que Moka ne vous ait pas rejoint tous les 3. Oh, elle a décidé de retourner dormir après le petit déjeuner, a déclaré Flora. Elle est partie avant même qu'on puisse le lui dire, a déclaré Sona. Eh bien, je suppose que nous pourrions tous avoir besoin d'un peu de repos, dit James avant de bâiller. Oui, acquiescèrent Sona et Flora à l'unisson. Ensuite, ils ont dormi tous les 4 pendant quelques heures, avant de se réveiller et de recommencer. Chapitre 143, James contre. Terre des ombres, d'un skate. Aujourd'hui est le jour tant attendu. 4e des 5 derniers jours du voyage d'entraînement au pays des ombres. Et aujourd'hui, James doit affronter son maître, Skatash. En attendant le début du combat, Sona, Saperi et celle de James se tenaient devant le terrain d'entraînement, observant James et Skatash. Alors James a des phoques comme toi, n'est-ce pas ? Demanda Tsubaki à Séuchulin. C'est vrai. Séuchulin hocha la tête. Mais je ne suis pas sûr qu'il sera fort quand ils les lui enlèveront. Tu as perdu il y a 2 jours. Quelles sont, selon toi, les chances de James ? Demanda Dante, s'immisçant dans la conversation. Fronçant légèrement les sourcils face au demi-démon trop confiant devant lui, Séuchulin réussit à répondre calmement. Je n'en suis pas sûr, mais tes chances sont certainement meilleures que celles de n'importe qui d'autre ici, répondit Séuchulin. Oh, on dirait que le maître est sur le point de lever les sceaux. Pendant ce temps, alors que tout le monde parlait du combat à venir, James et Skatash parlaient également. Je suis sûr que ce Tenta t'a dit ce que j'attendais de toi pendant ce test, n'est-ce pas ? Demanda calmement Skatash. C'est vrai. James hocha la tête. Il me suffit de survivre pendant que tu évalues mes progrès. Correct, dit Skatash en hochant la tête. Mais je n'ai pas l'intention de simplement survivre, dit James avec un sourire affamé. J'ai bien l'intention de gagner. En entendant cela, un sourire presque imperceptible apparut sur le visage de Skatash. On verra bien, dit Skatash avant de déverrouiller les seaux de James, comme elle l'avait fait avec Séuchulin. Et lorsque les seaux furent ouverts, tout comme Séuchulin, James fut enveloppé de lumière. Cependant, contrairement à la lumière blanche qui enveloppait Séuchulin, James était enveloppé d'une couleur rose, rappelant les fleurs de cerisier. Eh bien, je suppose que c'est logique, dit Sona en regardant le jeu de lumière lancé par James. Oui, je crois que c'est la couleur qui m'associe le plus à lui, a déclaré Moka. Ce serait encore plus étrange s'il était d'une autre couleur. Approuvant la déclaration de Moka, Sona, Mysore, Séuchulin, Dante, Lady, Flora, Ayam, Shuna et Shion hochèrent la tête. Mais avant qu'ils puissent ajouter quoi que ce soit, leurs visages pâlirent. La puissance de James monta également en flèche. Presque aussitôt, son rang passa du rang suprême au rang divin inférieur. Puis, au cours des minutes suivantes, ils le sentirent progresser régulièrement. Le pouvoir de James commence à se rapprocher de celui de ma sœur aînée, dit Sona avec surprise dans les yeux. Skatash était également surprise. Même s'il faudrait un certain temps avant que James n'atteigne son niveau, elle savait qu'il pourrait atteindre son niveau de puissance dans un avenir proche. Et si elle avait raison, il pourrait la réincarner s'il parvenait à la vaincre. Mais c'était un grand « si ». Finalement, la lumière s'éteignit et la silhouette de James réapparut. Dès que la lumière s'éteignit, James profita de ce moment pour s'habituer à sa force retrouvée. Et, comme Séuchulin l'avait fait 2 jours plus tôt, il effectua une série d'exercices pour comprendre ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Puis,
il posa sa main droite sur le poing d'Oshiru Sakura et adopta une posture d'Iedo. Sifflet. Cliquetis. Alors que James resserrait sa prise sur la poignée de son épée, il la dégaina et dévia le coup de Skatash vers le haut. Il sortit ensuite le Mangetsu no Shita d'une poignée de main inversée et trancha la gorge de Skatash. Cliquetis. Avant que James ne puisse porter le premier coup, Skatash matérialisa une seconde lance identique dans sa main gauche et l'utilisa pour bloquer le second coup de James. Puis, profitant de la force défensive de Skatash, James repoussa pour prendre de la distance. Balance break, cria James avant que ses pieds ne puissent à nouveau toucher le sol. Dragon Galwa Shakusho. Boost, X5. Dès que James eut posé les pieds sur le sol, il frappa Skatash de la main gauche tendue vers l'avant, le Mangetsu no Shita à l'envers. Relevant le menton de Skatash, la faisant basculer la tête en arrière sous l'effet de la vitesse accrue, James enchaîna un coup de talon arrière que Skatash bloqua avec la lance de sa main gauche. Elle riposta ensuite avec son autre lance. James esquiva alors le coup vers la droite et frappa à nouveau Skatash à la gorge avec le Mangetsu no Shita. Skatash la plia contre un pont, puis lança ses pieds en arrière pour tenter de frapper James au menton. Réagissant promptement, James rejeta la tête en arrière, évitant de justesse la pointe de la botte de Skatash. Puis, avant qu'il ne puisse retrouver son équilibre, James pointa sa main droite vers l'endroit où Skatash allait atterrir. Fait numéro 31, Shakao, cria James en lançant une sphère de feu rouge vers Skatash. Remarquant l'approche du projectile enflammé, Skatash croisa ses lances devant elle. L'impact la projeta en arrière. Après avoir parcouru environ 200 mètres, Skatash entendit la faible voix de James. La crête dégoulinante de corruption. Le vaisseau arrogant de la folie. Rejeter le désir ardent de laisser les choses s'étourdir et vaciller. Perturber le sommeil. La princesse de fer rampante. La poupée d'argile éternellement autodestructrice. Unissez-vous, repoussez-vous, emplissez la terre et reconnaissez votre propre impuissance, ado numéro 90, Kuro Itsuji. Puis, avant que Skatash ne puisse s'échapper, un cube violet et noir tournoyant l'entoura. À l'intérieur du cube, les forces gravitationnelles se déchaînaient, poussant et tirant le corps de Skatash dans toutes les directions. Mais qu'est-ce que c'est que ça, demanda Dante, les yeux écarquillés. A-t-il vraiment maîtrisé un de ces sorts de Kido dans les années 90 ? Évidemment, dit Lady en levant les yeux au ciel. Sinon, qu'est-ce que tu penses que c'est ? Quelqu'un connaît-il l'effet de ce sort ? Demanda Sona. Tu n'as pas lu Bleach, Sona ? Demanda Reiya. Oui, mais je ne me souviens plus de l'effet de ce sort. Sona fit la moue. Je me souviens juste qu'il n'a pas fonctionné sur Ichigo. En gros, cela provoque une distorsion gravitationnelle à l'intérieur du cube, dit calmement Reiya. Un sort comme celui-là détruirait la plupart des ennemis sans problème, a déclaré la dame. Pendant ce temps, peu de temps après que le cube ait été érigé autour de Skatash, James est passé à la partie suivante de son plan. Boost, X6. Transfert. Utilisant la moitié de ses nouveaux boosts, James les transféra dans son aura draconique et la répandit autour de lui. Une fine couche d'aura draconique recouvrant le sol, James transféra les 3 autres boosts à son épée, Oshiru Sakura. Puis, il pointa l'épée vers le sol. Et la laissa retomber. Dispersez-vous, sans bon Sakura Kageyoshi, point. Alors que l'épée devait toucher le sol, elle s'enfonça dans l'énergie draconique qui l'enveloppait. Puis, un instant plus tard, 100 copies de l'épée décuplée d'Oshiru Sakura commencèrent à pousser du sol autour de James. Au même moment, plusieurs trous furent percés dans le cube noir et violet entourant Skatash. Zut, je pensais que ça la garderait au moins 2 minutes de plus, dit James avec un sourire ironique. Au moins, j'ai eu le temps de finir. Après cela, les 100 épées qui entouraient James se transformèrent en feuilles semblables à des pétales, communément associées à James. James pointa alors du doigt le cube sur le point d'être détruit. Un instant plus tard, le grand nuage de feuilles en forme de pétales de cerisier s'envola pour encercler la distorsion gravitationnelle qui emprisonnait Skatash. Sifflet. Une fois le cube encerclé, Skatash le détruisit. Dire que tu aurais acquis une compréhension élémentaire des forces gravitationnelles, dit Skatash en scrutant les environs. Eh bien, c'est nouveau. Debout là, Skatash constatait clairement qu'elle avait subi plus de dégâts que James ou ses Ushulin n'avaient jamais pu en infliger. Sa combinaison violette était complètement abîmée, son corps était couvert de taches de sang et l'une des épaulettes de son épaule gauche manquait cruellement. C'est ça. James hocha la tête. Ceci a été développé après que tu m'as aidé à débloquer Balance Breaker la dernière fois que je suis venu. Bon travail, répondit Skatash d'un hochement de tête. Merci, répondit James avec un sourire. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que j'ai développé d'autre. Gokei. Sur cet ordre, les feuilles formèrent un hémisphère autour de Skatash et commencèrent à rétrécir. Consciente du danger de cette attaque, Skatash prépara ses 2 lances. Puis, à toute vitesse, elle commença à se défendre contre les feuilles qui approchaient. Putain, c'est dingue, s'exclama Dante après avoir vu James mettre Skatash sur la défensive. Il est dans une catégorie à part, hein ? Tu donnes l'impression que tu étais autrefois à son niveau, dit Mizor d'un ton sec. Calme-toi, Mizor, dit Moka en posant les mains sur ses épaules. On sait tous que Dante n'a jamais été au niveau de James. À ce stade, Dante décida que se disputer avec ses filles amoureuses ne valait pas le mal de tête que cela lui apporterait.
Finalement, Skatash dispersa la sphère de pétales de feuilles. Puis, elle attaqua James, une lance dans chaque main. En réponse, James ordonna aux pétales de feuilles de revenir et de les encercler, lui et Skatash. Sankey, dit James en bloquant la première attaque de Skatash avec son Mangetsu no Shita. Alors que James luttait pour se défendre contre l'attaque à l'épée de Skatash, les feuilles semblables à des pétales qui l'entouraient, lui et Skatash, se transformèrent en 1000 copies roses et lumineuses d'Oshiru Sakura. Puis, l'une des épées vola dans la main de James, qui l'utilisa pour se défendre contre les attaques de Skatash. Après avoir analysé le rythme du combat pendant quelques minutes, James commença à contre-attaquer. Alors que James et Skatash s'affrontaient, James échangeait librement l'exemplaire d'Oshiru Sakura qu'il tenait avec les exemplaires présents sur le champ de bataille. Il pouvait également disperser librement les épées en lames semblables à des pétales, ce qui facilitait grandement la prise de Skatash au dépourvu. Des blessures commencèrent à apparaître sur eux deux. Des coups de couteau apparaissaient sur les cuisses et le torse de James, excluant les zones vitales. James commençait à ralentir. Comme James, Skatash était également couverte de blessures. James réussit à porter plusieurs coups qui aggravaient la blessure que Skatash avait reçue après avoir été piégé dans le Kuroitsuji. Partenaire, si les choses continuent comme ça, tu vas perdre, a déclaré Dreg. Je sais, répondit James intérieurement. Mais ce n'est pas fini. Mais si vous attendez trop longtemps, vous n'aurez pas assez d'énergie pour l'utiliser, prévient Dreg. Alors je pense qu'il est préférable de l'utiliser maintenant, a déclaré James alors qu'il commençait à avoir des difficultés défensives. Puis, tandis que James continuait son échange de coups avec Skatash, il commença à parler d'une voix sonore. Moi, qui suis sur le point de m'éveiller, je suis l'empereur dragon rouge qui marche sur le véritable chemin de la domination. Au loin, les autres jeunes étaient surpris. Ils n'avaient jamais entendu James chanter ainsi. Qu'est-ce qu'elle chante, demanda Flora. C'est encore un sort de Kido? Je ne crois pas, dit Raya. Je ne me souviens de rien de tel dans Bleach. Il vient également de mentionner l'empereur dragon rouge, a ajouté Shuna. Maîtrisez l'infini et détruisez les rêves de ceux qui osent se mettre en travers de mon chemin. J'incarnerai tout ce qui définit un empereur dragon. Tandis que James continuait son chant, Skatash fit tout ce qu'elle pouvait pour l'interrompre. Bien qu'elle connaisse les transformations de l'empereur dragon Juggernaut Drive, qui utilisait la force vitale du porteur pour se propulser, elle sentait que c'était différent. Malheureusement, ses efforts profitèrent au navigateur. Et lorsqu'elle eut terminé son chant, Skatash fut chassé par l'aura de James. Et je te guiderai sur le chemin de la conquête, tandis que je brillerai de la lumière de la victoire. Incitation à la domination du dragon tyran. Alors que la voix de Dreg résonnait dans Boosted Gear, le Shiakusho rouge aux accents noirs de James changea de couleur. Un horrible blanc sans manche, avec le mot « à la vrue » brodé verticalement, apparut ensuite. PFFF. Même si j'ai résolu le problème de la perte de force vitale, ça demande encore beaucoup d'énergie pour se maintenir, dit James en tendant la main droite et en enfermant Mangetsu no Shita dans sa main gauche. Alors je vais devoir finir ça d'un seul coup, sinon je vais m'évanouir. Tandis que James parlait, toutes les feuilles semblables à des pétales formaient une seule épée dans sa main droite. Décidant que laisser à James le temps d'agir était une mauvaise idée, Skatash s'avança de nouveau. Alors qu'elle atteignait sa portée d'attaque idéale, deux événements se produisirent. D'abord, James venait de rengainer l'épée formée par toutes ces feuilles semblables à des pétales et adopta une posture d'Iedo. Ensuite, Skatash transperça le cœur de James de sa lance. Puis, en un instant, Skatash fut derrière James, la pointe de sa lance couverte du sang de James. Au même moment, James se tenait debout, son épée dégainée, également couverte du sang de Skatash. Sans un mot, l'épée de James lui échappa des mains. Puis, les pétales se dispersèrent. Merde, ça fait vraiment mal, dit James en couvrant la blessure juste au-dessus de son cœur avec sa main droite. Tandis que James parlait, Skatash laissa tomber ses deux lances. Cependant, elle ne put couvrir la large blessure qui partait de la base de sa cuisse droite, traversait son cœur et se terminait à son épaule gauche. Tu as bien fait, mon disciple, dit Skatash avec un sourire tandis que la lumière dans ses yeux disparaissait. Puis, le corps de Skatash s'effondra sans vie. Peu après sa chute, James parvint péniblement à la rejoindre. À son arrivée, sa transformation, instinct de domination du dragon tyran, se dissipa. Putain, s'écria James, agonisant. Ce gros derrière sur ma poitrine me fait encore plus mal qu'avant. Malgré la douleur supplémentaire, James tendit la main droite. Un instant plus tard, la pièce reine de James apparut flottant au-dessus de sa paume tendue. James la prit alors et la lança sur la poitrine de Skatash, incapable de se baisser pour la poser sur sa poitrine comme il le fait habituellement. Et dès que la pièce reine s'enfonça dans sa poitrine, James perdit connaissance, le sourire aux lèvres. Chapitre 144, la dernière nuit de Skatash à Dunsket. Terre des ombres, Dunsket. Cela faisait 6 heures que James avait vaincu Skatash. Et pendant ces 6 heures, James était inconscient. Skatash, quant à elle, une fois ses blessures guéries, est revenue à la vie sous forme de démon quelques minutes seulement après que James ait perdu connaissance. Une fois la bataille terminée, Shuna fut la première à avancer, suivie des autres. Elle commença aussitôt à soigner les blessures de James. Pendant que Shuna soignait James, Skatash se réveilla et ordonna de le conduire dans sa chambre. Apparemment, les runes de Skatash gravées dans chaque pièce faciliteraient la guérison.
Je n'arrive toujours pas à y croire, a déclaré Seu Chulin, toujours incrédule, 6 heures après la bataille entre James et Scatash. Tu l'as déjà dit Dante, agacé. Essayons quelque chose de nouveau. Au fait, qu'adviendra-t-il des terres de l'ombre maintenant que Maître Scatash est parti demanda Sona, la curiosité perçante. Je n'en suis pas sûr, mais je suis sûr que le maître informera le Panthéon celtique avant de partir, dit Seu Chulin. Je suis sûr qu'elle a seulement accepté de protéger cet endroit jusqu'à sa mort. Et puisque James l'a tué, son contrat aurait dû prendre fin, non demanda Moka. D'accord, répondit Seu Chulin. Mais je ne pense pas qu'ils apprécieront beaucoup. Bien sûr qu'ils ne le feront pas, dit Sona. Depuis que Maître Scatash est ici, ils n'ont plus à se soucier de cet endroit. Et maintenant, ils devront gérer cet endroit eux-mêmes, a déclaré Misor, reprenant là où Sona s'était arrêté. À ce moment-là, Shuna entra dans la salle commune où tout le monde se réunissait habituellement quand il avait du temps. L'air épuisé, Shuna se dirigea vers une chaise vide et s'y laissa tomber, lasse. Shuna, ça va demanda Moka en lui apportant un verre d'eau. Je vais bien, juste un peu fatigué, dit Shuna avec un faible sourire en acceptant l'eau de Moka. Alors, comment va James demanda Sona nerveusement. Ne t'inquiète pas, Sonia, répondit Shuna avec un sourire. James devrait se réveiller demain matin. Je suppose donc que cela signifie qu'elle va bien, a déclaré Sona, soupirant de soulagement peu de temps après. Comme Sona, Misor, Moka et Flora soupirèrent également de soulagement. Je ne sais pas ce qui t'inquiétait, dit Dante, les pieds posés sur une table. Scatash n'aurait jamais pu le tuer, n'est-ce pas? Tu as tort, fils de Sparda, dit Scatash, surprenant tout le monde. J'avais bien l'intention de tuer James avant. Lorsque la voix de Scatash se fit entendre, tous se tournèrent rapidement vers l'entrée de la pièce. Ils y trouvèrent Scatash vêtue d'une nouvelle tenue de combat. Cependant, elle ne portait pas sa lance comme d'habitude. Tandis que tous la fixaient, incrédules, de sa déclaration concernant le meurtre de James, Scatash entra dans la pièce et s'assit à côté de Seu Chulin. Tu veux vraiment tuer James demanda Dante. Pourquoi irais-tu jusque-là? Parce que ce serait irrespectueux de ne pas le faire, dit Scatash avec un léger sourire. Ne pas se donner à fond face à un guerrier aussi excellent serait un grave manque de respect. Tout le monde fut ébloui par l'éclat de ce sourire, même s'il était discret. Rares sont ceux qui ont eu la chance de voir Scatash sourire du fond du cœur au cours du dernier millénaire. Alors, est-ce que l'un d'entre vous sait ce qui nous attend après notre départ de Shadowland demanda Scatash, tirant tout le monde de leur stupeur. Demain, c'est la veille de la réunion des jeunes diables aux enfers, dit Sona en ajustant ses lunettes pour cacher sa gêne. Nous irons tous directement aux enfers. Certains peaufineront leur tenue de soirée, tandis que d'autres se reposeront. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas grand-chose à faire demain. Qu'est-ce que ce rassemblement de jeunes démons demanda Scatash avec curiosité. C'est un match spécifique pour les jeunes démons qui ont atteint l'âge adulte et qui ont la force, à la fois personnellement et par l'intermédiaire de leur père, de participer au jeu de qualification, a répondu Sona. Je vois, dit Scatash. Alors, maître, à quoi ça ressemble d'être un démon maintenant demanda Seu Chulin dès qu'il y eut une pause dans la conversation. Scatash prit un moment pour y réfléchir et répondit simplement. Ce n'est pas très différent, a déclaré Scatash, sans donner plus de détails. Cependant, personne ne fut surpris. Le corps de Scatash était aussi fort, sinon plus, que celui de la plupart des espèces surnaturelles, grâce à sa longue vie et à son entraînement intensif. Cependant, quelle que soit sa force antérieure, il devait subsister quelques différences. Après tout, son corps n'était qu'humain avant sa réincarnation. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes ailes demanda Seu Chulin. Combien de temps penses-tu qu'il te faudra pour apprendre à voler? Ça ne devrait pas prendre longtemps, dit Scatash, l'air inchangé. J'ai créé des runes de vol qui semblent fonctionner de la même manière que ses ailes. Lorsque Scatash eut fini de parler, elle se leva et déploya ses ailes. Puis, elle s'éleva lentement du sol jusqu'à environ 30 centimètres. Puis, elle redescendit doucement au sol et se rassit. Inutile de dire que la plupart des démons réincarnés furent surpris. Comme aucun d'entre eux n'avait d'ailes auparavant, voler était un processus lent à s'habituer. Mais voir avec quelle facilité Scatash s'y habituait leur fit prendre conscience de l'injustice de la vie. Après cette petite démonstration, Scatash a rejoint les jeunes démons pour discuter pendant environ 1 heure. Je vous suggère à tous de vous reposer, dit Scatash, mettant fin à la conversation. Même s'il n'y a pas eu d'entraînement aujourd'hui ou hier, je suis sûr que vos corps sont plus épuisés que vous ne le pensez. Réalisant que Scatash avait probablement raison, les jeunes décidèrent de terminer la soirée plus tôt. Suna, dit Scatash, arrêtant Shuna avant qu'elle ne quitte la pièce. Oui, maître Scatash. Dit Shuna en se tournant vers Scatash. Tu peux me confier James ce soir, dit Scatash. Toi, plus que quiconque, tu as besoin de repos. Tu as déjà passé des heures à soigner les blessures de James. Mais, dit Shuna avec hésitation. Êtes-vous en train de dire que Scatash est incapable de prendre soin de son propre disciple demanda Scatash en haussant un sourcil. Non, 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 dit Shuna en agitant les mains devant elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis au courant, dit Scatash en souriant. Je jouais juste avec toi. Réalisant que Scatash jouait simplement avec elle, Shuna ne savait pas quoi dire. Bref, j'étais sérieux, tu avais besoin de repos, dit doucement Scatash.
Alors laisse-moi m'occuper de James ce soir. Sachant que discuter avec Scatash ne l'amènerait nulle part, Shuna hocha simplement la tête. Puis elle quitta la pièce et se retira dans sa propre chambre pour la nuit. Je suppose que je devrais aussi me préparer, dit Scatash en se levant de sa chaise. Bien que James et ce tanta m'aient raconté de nombreuses histoires sur le monde extérieur au fil des ans, ce serait mentir que de dire que je ne suis pas curieuse. Tandis que Scatash se parlait à elle-même, elle se dirigea vers la salle du trône, par habitude. Puis, réalisant où elle se trouvait, elle regarda autour d'elle et réalisa combien de temps elle avait passé dans cette pièce. Elle réalisa ensuite que rien ne laissait deviner qu'elle était celle qui vivait ici depuis si longtemps. Je me demande si quelqu'un se souviendra à qui appartenait ce château 100 ans après ma mort, dit doucement Scatash avant de se retourner et de quitter la salle du trône. Après avoir quitté la salle du trône, il se dirigea vers sa propre chambre. Bien qu'il n'y eût pas beaucoup d'œuvres d'art accrochées au mur des salles de Dinsket, chaque fois qu'il en croisait une, elle disparaissait comme si elle n'avait jamais existé. Il n'y a aucune raison de décorer pour le prochain occupant, dit Scatash en s'approchant. Finalement, elle atteignit sa chambre. Ce faisant, elle réalisa que rien n'indiquait qu'elle y vivait. Cependant, elle appréciait particulièrement plusieurs objets. Par exemple, au-dessus du lit était accroché un portrait de sa famille datant de plusieurs siècles. Puis, il y avait toutes les lances qu'elle avait fabriquées elle-même au fil des ans. Et enfin, il y avait les restes du monstre marin dont étaient issues toutes ces lances. Après plusieurs heures, Scatash finit de ranger tout ce qu'elle voulait emporter. Elle réalisa quelque chose en triant ses affaires. Je ne pense pas avoir de vêtements appropriés à porter pour une réunion formelle, a déclaré Scatash en regardant tous les vêtements dans sa garde-robe. Au lieu de ranger ses vieux vêtements, Scatash claqua des doigts. Ce faisant, une rune s'illumina au fond du placard. Tous les vêtements suspendus furent alors enflammés. Après cela, Scatash écrivit plusieurs phrases runiques destinées à être conservées sur des bijoux. Elle rangea ensuite tous ses biens dans un collier et 2 bagues. Après avoir porté ces 3 bijoux, Scatash quitta la pièce. Je suppose que James devrait se réveiller dans quelques heures, dit Scatash après avoir fermé la porte de la chambre. Être là à son réveil serait une bonne chose. Sa prochaine destination étant décidée, Scatash se rendit dans la chambre de James. Quelques minutes plus tard, elle atteignit la porte de la chambre. Sans hésiter, Scatash ouvrit la porte et entra. En entrant, la première chose qu'elle vit fut James, paisiblement endormi dans son lit. Il a presque l'air innocent quand il dort, dit Scatash avec un sourire. Puis elle se dirigea vers le bord du lit. Au lieu de s'asseoir sur une chaise, Scatash grimpa dans le lit avec James. Puis, elle souleva doucement sa tête de l'oreiller. Après cela, elle remplaça l'oreiller par ses propres cuisses. Puis, elle posa délicatement la tête de James sur ses cuisses. J'ai formé de nombreux grands guerriers au cours de ces longues années, dit Scatash en passant ses mains dans les cheveux tressés de James. Le plus grand héros d'Irlande était aussi mon disciple. Tandis qu'elle parlait, un doux sourire apparut sur le visage de Scatash tandis qu'elle regardait James endormi. Mais toi, James à la vrue, tu es le disciple dont je suis le plus fier, dit Scatash avec un léger sourire. Je n'ai plus qu'une leçon à t'apprendre. Cependant, je doute que tes filles soient d'accord. Après avoir dit cela, Scatash ne put s'empêcher de laisser échapper un petit rire de ses lèvres. Cela ne les dérangerait probablement pas tant si tu devenais l'une de leurs sœurs, dit calmement James. Oh, tu es déjà réveillé, dit Scatash d'un ton plein de surprise. J'espérais que tu dormirais au moins jusqu'à l'aube. Et si tu ne me l'avais pas mis dans la tête, je l'aurais probablement fait, dit James, les yeux toujours fermés. Puisque tu es là, je suppose que la réincarnation a fonctionné. En effet. Scatash hocha la tête tout en continuant à caresser les cheveux de James. Cependant, ta proposition était intéressante. Prendre des filles bien plus jeunes que moi comme sœur. Tu es contre, demanda James, stupéfait. Pas forcément, répondit Scatash. Mais je pense qu'il me faudra plus de temps pour les connaître. D'ailleurs, il doit y en avoir plusieurs que je n'ai pas encore rencontrées. Il y en a, dit James en secouant légèrement la tête. Il y en a 3. Ria. Akeno, un Yasaka. Quand James eut fini de parler, il se rendormit. Le doux sourire de Scatash ne quitta pas son visage. Malheureusement, James était trop fatigué pour ouvrir les yeux. Ne t'inquiète pas, James à la vrue, dit doucement Scatash. Même si je ne deviens pas ta femme, cette Scatash sera à tes côtés pour le restant de tes jours. Étant celle qui a exaucé mon vœu le plus cher, je te le dois. Puis, jusqu'à ce qu'elle se réveille à nouveau, Scatash a permis à James d'utiliser ses cuisses comme oreiller. Chapitre 145, résultat de la formation. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. La veille de la réunion des jeunes diables, Ria et ses camarades, à l'exception d'Issei, étaient assis autour d'une table dans le jardin du domaine Grémory. Dégustant du thé et des friandises, ils discutaient de leur progrès d'entraînement tout au long du mois. Alors, comment s'est passé l'entraînement de tout le monde, demanda Ria après avoir posé sa tasse de thé. J'ai atteint mon objectif, Bushu, dit Yuto avec son sourire habituel. Je peux maintenir mon briseur d'équilibre au combat pendant 36 heures. On dirait que tu as progressé, dit Akeno avec son sourire élégant habituel. Tu n'étais qu'au niveau débutant au début de cet entraînement, n'est-ce pas? Félicitations pour ton niveau intermédiaire. Merci, Akeno Fukubushu, répondit Yuto. Et toi,
Asia, demanda Ria après s'être tournée vers Asia. Maintenant, je peux me soigner à distance, s'exclama Asia joyeusement. Je ne soignerai plus mes adversaires par accident. Et ma puissance est aussi au niveau intermédiaire. Voyant la joie d'Asia face à ses progrès, tout le monde sourit. Même Mio ne put s'empêcher de sourire. Ria se tourna alors vers sa cousine et lui demanda comment elle progressait, un sourire aux lèvres. Et toi, Mio, demanda Ria. Avant que Mio ne puisse répondre, Maria l'interrompit. Attends, dit Maria, affolée. Asia Sampé, tu as dit que tu étais au niveau intermédiaire, au niveau intermédiaire? À cet instant, tout le monde comprit ce qu'Asia venait de dire. Leurs expressions passèrent du sourire à l'étonnement. Tu es en train de me dire que tu as dépassé un rang et 2 niveaux, demanda Akeno, la voix pleine de surprise. Cette fille a plus de talent que je ne le pensais. Mais sa personnalité n'est pas faite pour le combat. C'est un peu triste. Je pense que c'est grâce à ce trait de caractère qu'il a pu gagner en force si rapidement, a déclaré Ria après être revenu de son propre choc. Je pense que sa rapidité de progression est due à sa volonté de veiller à ce que nous soyons tous en sécurité et en bonne santé. En entendant la raison de Ria, tout le monde marqua une pause pour réfléchir. Au bout d'un moment, ils hochèrent la tête et sourirent à Asia. Puis, sur le ton le plus enfantin possible, ils la remercièrent. Merci, Asia. Asia ne put s'empêcher de rougir devant le spectacle offert par tout le monde. Avant que les taquineries ne reprennent, Ria reporta son attention sur Mio. Désolé pour l'interruption, Mio, dit Ria en souriant. Alors, comment s'est passé ton entraînement ces dernières semaines? Mon contrôle sur mon énergie démoniaque et la puissance de ma magie gravitationnelle ont augmenté, dit Mio en détournant le regard. Et j'ai atteint le niveau intermédiaire de mon classement. Félicitations, répondit Ria avec un sourire. Puis elle se tourna vers Maria et lui demanda, et toi, Maria? Pas autant que je le souhaiterais, dit Maria, toujours avec un sourire joyeux. Mon niveau de puissance a aussi augmenté d'un cran. Je suis maintenant au sommet du niveau intermédiaire. Je ne sais pas exactement dans quelle mesure. Tout le monde hocha la tête en réponse. Chacun savait que le charme magique d'une succube ne s'utilisait pas n'importe comment. La manipulation des rêves était encore plus difficile à apprendre. Une seule erreur pouvait détruire la psyché de la cible. Quoi qu'il en soit, ton gain de force est une source de fierté, dit Ria en souriant. Alors permettez-moi de vous féliciter également. Merci, Riani, répondit joyeusement Maria. Et toi, Xenovia, demanda Ria. J'ai aussi augmenté ma force d'un niveau, répondit Xenovia d'un hochement de tête. Je suis maintenant au niveau intermédiaire. Et je peux maintenant maintenir l'aura sacrée de Durandal qui l'entoure. Malheureusement, quoi que je fasse, je ne peux pas contrôler son pouvoir destructeur. Ne sois pas déçue, Xenovia, dit Akeno en tapotant l'épaule de la jeune fille. Sois heureuse que tu ailles mieux. Nous demanderons des nouvelles de Durandal au peuple du ciel et à l'église dès que nous en aurons l'occasion. Xenovia hocha la tête en réponse. Ces gens sont bien plus chaleureux que ceux de l'église, pensa Xenovia en voyant les sourires heureux sur les visages de la plupart des nobles. À l'exception d'Irina et de Dulio, tous étaient plus préoccupés par les missions qui leur avaient été confiées que par le bien-être de leurs camarades. Gaspé, comment ont évolué tes progrès, demanda Ria. J'ai atteint un rang élevé, dit Gaspé. Mais, je ne trouve pas comment débloquer Balance Breaker pour mon Balor S Forbidden Sight. Félicitations, Gaspi, dit Koneko en serrant fort Gaspé dans ses bras. Oui, félicitations, ajouta Ria avec un sourire. Et ne vous inquiétez pas pour Balance Breaker. On demandera à Azazel d'y jeter un œil plus tard. C'est Azazel Sensei, tu te souviens, dit Azazel en se dirigeant vers le jardin. Roulant des yeux, Ria ignora le vieil ange déchu pervers. Comment s'est passé ton entraînement, Koneko, demanda Ria. Comme Yuto, je suis maintenant dans la moyenne supérieure, dit Koneko. Et j'ai un peu grandi. Je peux aussi conserver ma forme d'adulte un peu plus longtemps. Je suis ravie de l'entendre, répondit Ria avec un sourire. Puis elle regarda Akeno. Sans attendre que Ria le demande, Akeno a donné son propre rapport d'étape. J'ai maintenant 4 paires d'ailes, dit Akeno avec un sourire ironique. Mon élément sacré s'est également renforcé. 4 paires d'ailes signifierait que tu es au sommet de l'échelon moyen supérieur, dit Azazel en se caressant le menton. En un peu moins d'un mois, tu as gagné presque 2 niveaux de puissance. Félicitations, Akeno, dit Ria avec un grand sourire. Quant à moi, j'ai atteint le niveau final. Sur ce, le sourire de Ria se transforma en un sourire suffisant et elle bomba son impressionnant torse. Après cela, chacun rendit compte de ses progrès à Azazel, car il n'était pas présent pendant toute la durée du rapport. Vous avez tous fait de grands progrès, dit Azazel en souriant. Je suis très impressionné par tout votre travail. Merci, dit Ria en souriant. Alors, des nouvelles d'Issei? Je devrais être de retour dans quelques heures, répondit Azazel avant de poser sa propre question. Et James et Sona? J'ai parlé à James il y a environ 1 heure, dit Ria avec un sourire joyeux. Lui et Sona devraient arriver d'un instant à l'autre. Ria a raison, dit Léona en entrant dans le jardin avec Venlana, Rhea, Greffia et Sorafal. Je viens de lui parler. Il a dit qu'il était sur le point de quitter Lilith. Il a emmené sa nouvelle reine par le chemin officiel vers les enfers.
Je lui ai donc demandé de définir la destination de téléportation dans le jardin du domaine Gremory. Avant que Léona ait pu terminer, un grand cercle magique de téléportation apparut non loin de la table où étaient assis les jeunes démons. Lorsqu'il disparut, 19 nouveaux venus se trouvaient dans le jardin arrière du domaine Gremory. La densité d'énergie démoniaque dégagée par ces nouveaux venus était stupéfiante. Sautant. Tu as manqué à Owen le Chan, s'écria ce rafale en se jetant sur sa petite sœur et en l'enlaçant de ses bras et de ses jambes. Grande sœur, laisse-moi partir, hurla Sona en luttant pour se libérer. Tout comme ce rafale agissait, Léona bougeait également. James, mon chéri, tu m'as tellement manqué, dit Léona tandis que Flash se tenait devant James. Puis elle le serra fort dans ses bras. Waouh, c'est la première fois que je vois tante Léona utiliser Flash Step hors de la maison, dit Mocha, l'air choqué. Ouais, il l'utilise généralement juste pour frapper James à la tête quand il jure, dit Mizor en hochant la tête. Alors que tout le monde riait des commentaires de Mocha et Mizor, Skatash regardait Léona attentivement. James, est-ce une bonne idée de laisser un assassin et un infiltré aussi talentueux si près de nous, demanda Skatash en regardant Léona. Hein, s'exclama tout le groupe à l'unisson. Ma mère? Une meurtrière, demanda James d'un ton perplexe. Tu es sûr? Pourquoi ne le serais-je pas, demanda Skatash en inclinant la tête. Après tout, c'est moi qui l'ai entraîné. Quoi? Une fois de plus, tout le monde, sauf Léona, s'exclama de surprise. Oh, Skati. Léona fit la moue. Tu devais le lui dire si tôt? Combien de fois t'ai-je demandé de ne pas m'appeler ainsi, Léona, dit Skatash avec exaspération. Est-ce pour ça que j'ai eu plus mal quand tante Léona me frappait qu'à tous les autres, demanda Séuchulin, déprimé. As-tu appris du maître à faire souffrir les autres? Ah. Quelque chose comme ça, dit Léona timidement. Séuchulin ne put que baisser les épaules. À cet instant, James sortit de sa torpeur. Attends, ça veut dire que ma mère est ma sœur disciple, demanda James, incrédule. Non, elle ne m'a jamais accepté comme maître, répondit Skatash. Honnêtement, je ne sais même pas comment elle est arrivée à Shadowland. Experte en infiltration. Ça veut dire? Murmura Greffia. Avant qu'elle puisse terminer, Léona Flash se plaça devant elle et porta un doigt à ses lèvres. C'est normal de laisser certains mystères non résolus, non? Dit Léona avec un clin d'œil. Alors, Azazel, Venlana, Rhea et Greffia ont finalement compris qui était la nouvelle femme inconnue. Putain, s'exclama Azazel en s'éloignant du groupe de nouveaux venus. Je croyais que tu allais au pays des ombres. Comment es-tu ici? Bien qu'il n'était pas aussi exagéré qu'Azazel, les plus grands démons étaient également curieux de savoir comment Skatash pouvait être ici. Mon contact avec le panthéon celtique indiquait que je serais lié au pays des ombres jusqu'à la fin de mes jours, dit Skatash, débutant son explication. J'ai donc été maudite d'immortalité après avoir accepté ce jas. C'est alors que j'ai commencé à entraîner les nombreux héros que j'avais formés au fil des siècles. Bien que je sois considérée comme la plus grande entraîneuse de héros de la légende celtique, je n'avais qu'une seule raison de les entraîner, que l'un d'eux puisse m'ôter la vie et mettre fin à cette existence monotone. Après avoir entendu cela, tout le monde marqua une pause. Mais Azazel fut le premier à se ressaisir et à poser une autre question. Je comprends ce que tu veux dire. Je suis sûr qu'être contraint de passer des siècles sans liberté de mouvement a dû être une torture, dit Azazel. Puis il passa au sujet principal. Mais d'après ton histoire, tu passerais le reste de ta vie au pays des ombres. Incapable de mourir de cause naturelle. Ce qui signifie que quelqu'un devrait te tuer. La question que je veux te poser est, qui a bien pu tuer un guerrier aussi talentueux que toi? Sans que Skatash ait besoin de dire quoi que ce soit, James leva la main et sourit timidement. Ce serait moi. Une fois de plus, Azazel et les démons anciens furent stupéfaits. Même Léona fut surprise. Elle ignorait que Skatash ne pouvait quitter Shadowland malgré son entraînement. Cependant, ils ne lui révélèrent aucun de ses secrets, car elle ne l'acceptait pas comme maîtresse. Ah, avant que j'oublie, dit James en se frappant la tête. Laissez-moi vous présenter ma reine Skatash, la sorcière immortelle. Cette fois, tout le monde resta bouche bée. Puis, Léona regarda Greffia et lui posa une question. Et, Greffia, dit Léona avec un sourire malicieux. Tu crois que tu pourrais prendre Skati? Pourquoi poser une telle question, répondit Greffia. Tout le monde était également curieux de connaître la réponse à cette question. Parce que je pense que ton titre de reine la plus forte est sujet à débat, dit Léona avec un sourire. Aussi intéressant que soit ce sujet, je pense que nous devrions entendre parler de son entraînement, a déclaré Azazel, toujours incrédule face à tout ce qu'il avait vu et entendu au cours des dernières minutes. Maître, puisque c'est vous qui avez formé tout le monde, pourriez-vous nous faire part de vos progrès, demanda poliment James. Pas question, répondit Skatash. Pendant la vingtaine de jours que j'ai passé à entraîner ces jeunes, j'ai principalement travaillé leur sens du combat et leur endurance. Je ne leur ai enseigné aucune technique ni aucun style de combat. Hochant la tête en signe de compréhension, tout le monde attendit la suite de Skatash. Skatash fit ensuite un récapitulatif des derniers niveaux de puissance de la noblesse de Sona. Sona rattrapa Rhea. Tsubaki surpassa Akeno et atteignit le niveau avancé de haut rang. Rhea et Momo étaient respectivement à égalité avec Gaspé et Mio. Tsubasa était à égalité avec Xenovia. Ruruko était à égalité avec Asia.
Jean Chirou, quant à lui, avait atteint le niveau avancé, le niveau intermédiaire. Je suis si fier de toi, Sautan, dit ce Rafale, toujours enroulé autour de Sona comme une pieuvre. Si tu es vraiment fier de moi, laisse-moi partir, cria Sona en continuant à se débattre. Si Sona et sa noblesse se sont tant améliorés, qu'en est-il de James et de sa noblesse, demanda Arya. Mais avant qu'il puisse répondre à sa question, une ombre traversa le jardin. Levant les yeux, ils aperçurent un gigantesque dragon occidental aux écailles violet foncé, portant un adolescent, Issei, sur sa tête. Azazel, j'ai ramené le garçon, dit Tanin d'une voix sonore. Cependant, elle se figea aussitôt en baissant les yeux et en voyant la femme aux cheveux violets foncés et aux yeux rouges vins. Reprenant ses esprits, elle lâcha Issei et se retourna. Bon, je dois retourner à la chaîne des montagnes du dragon, on se retrouve au rassemblement des jeunes démons. Cependant, avant qu'il ne puisse partir, Tanin entendit une voix féminine sévère. Arrête-toi là, dit Skatash, avant d'apparaître dans l'esprit de Tanin. Oserais-tu partir avant de saluer ce Skatash, Tanin? Ah! Skatash, dit Tanin nerveusement. Je ne t'avais pas vu en bas. Comment vas-tu? Je vois que tu es devenu un démon toi aussi, dit Skatash en observant sa vieille connaissance. Je suppose que tu as trouvé un moyen de contourner notre accord. Il semble que tu n'auras plus besoin de devenir la monture de Skatash. Tanin sentait que s'il était sous sa forme humaine, il transpirait abondamment. Eh bien, Skatash, si tu veux bien m'excuser, dit Tanin respectueusement. Je dois retourner m'occuper des jeunes dragons de la montagne. Vas-y, dit Skatash en sautant de la tête de Tanin. Je suis sûr que nous aurons le temps de nous remémorer ces souvenirs plus tard. Sans hésitation, Tanin s'envola à toute vitesse. Au même moment, Issei venait de se remettre de sa chute grâce à l'aide d'Asia. Bon sang, vieux Tanin, grommela Issei. Tu étais obligé de me faire tomber de si haut? Avant qu'Issei ne puisse dire ou faire quoi que ce soit de stupide, Rhea se plaça entre lui et Skatash et lui demanda des nouvelles de son entraînement. Bon retour, Issei, dit Rhea avec un sourire forcé. Comment se sont déroulés tes progrès? PFFF. Je suis devenu plus fort, j'ai atteint un niveau précoce et un rang élevé. J'ai aussi débloqué mon balance breaker, dit Issei. Mais j'ai l'impression d'avoir été torturé pendant plus de 3 semaines. Il n'y avait plus de sein là où j'étais. Chapitre 146, le rassemblement des jeunes démons. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Les jeunes diables étaient attendus dans la salle de réunion du conseil dans les 2 heures qui suivaient. Après avoir quitté le domaine de Grémory, James, Léona et la noblesse de James retournèrent chez eux aux enfers. Après une nuit reposante et une journée reposante, ils se lavèrent et revêtirent les vêtements qu'ils avaient choisis pour le banquet. Alors, à quoi bon s'entraîner avec le maître, demanda James tandis que Léona examinait la tenue qu'il avait choisie. Debout devant un miroir en pied, Léona virevoltant autour de lui, James portait un smoking noir 3 pièces. Il était composé d'une veste noire à 3 boutons sur un gilet violet nuit orné de pétales de cerisier, d'une chemise blanche à col Mao en dessous, d'un pantalon noir à rayures violet nuit le long de chaque ourlet et de chaussures noires en crocodile. Je ne pensais vraiment pas que c'était important, dit Léona spontanément. D'ailleurs, quelle importance qu'une femme au foyer comme moi ait un tel passé? Soupir, maman, tu l'as bien montré tout à l'heure, dit James doucement. Tu as travaillé pour grande sœur Greffia pendant des années. Léona sourit simplement en réponse. D'accord, je comprends, dit James en levant les mains d'un air désarmant. Je laisse tomber. Mon bébé est très intelligent, dit joyeusement Léona. Roulant des yeux, James se détourna de sa mère et quitta la pièce. Allons-y, dit James en souriant. Les autres devraient bientôt être prêtes aussi. J'ai même forcé les filles à se préparer 1h30 avant moi. Léona rit des pitreries de son fils, puis le rattrapa et ils se dirigèrent ensemble vers le salon. À leur arrivée, Seu Chulin, Dante et Lady étaient déjà présents. Seu Chulin et Dante portaient des smokings du même style que James, avec des couleurs adaptées à leur goût. Au lieu d'un violet nuit à fleurs de cerisier, Seu Chulin avait opté pour un bleu marine uni, tandis que Dante avait opté pour le rouge. Lady, quant à elle, portait une magnifique robe de soirée blanche, sans manches, descendant jusqu'aux chevilles, qui dévoilait tout son dos, et des talons blancs qui laissaient apparaître ses orteils. Madame, je dois dire que vous êtes magnifique dans cette robe, dit James d'un ton décontracté en entrant dans la pièce avec un sourire. Et pour vous deux, le dicton est vrai. Merci, dit Lady tout aussi naturellement. Que dis-tu, demanda Dante. L'habit fait le moine? Tu sais très bien que James ne dira rien d'aussi inoffensif, Dante, répondit Seu Chulin. James acquiesça en signe d'accord avec la déclaration de Seu Chulin et continua, les belles plumes font de beaux oiseaux. En réponse, Dante fronça les sourcils, Seu Chulin soupira avec une expression qui disait, je le savais, tandis que Léona et Lady souriaient. Un instant plus tard, vêtue d'une robe de soirée violette sans manches, longue jusqu'aux chevilles, ceinturée d'une ceinture noire qui mettait en valeur sa taille fine, d'une découpe en losange sur sa poitrine qui mettait en valeur une partie généreuse de sa poitrine et de son décolleté, et de talons noirs assortis à sa ceinture, Skatash entra dans la pièce et coupa le souffle à tout le monde. Jut, Skati, dit Léona d'un ton taquin. Tu cherches un mari à cette réunion? Avec une robe pareille, tu vas devoir les frapper avec un morceau de papier. Une lance ferait-elle l'affaire? Demanda Skatash en matérialisant l'une de ses lances rouges cramoisies. Immédiatement après, Seu Chulin et Dante tournèrent la tête, effrayés.
James, quant à lui, hocha la tête d'un air approbateur. Cette lance rouge cramoisie apporte une jolie touche finale, dit James, saluant son sens de la mode. Bref, vous êtes plus belle que d'habitude ce soir, maître. Ma disciple a une sacrée langue bien pendue, dit Scatash en dématérialisant sa lance. Cette compétence devrait faciliter grandement le contrôle d'un harem de jeunes capricieux. Chulin et Dante regardèrent James comme s'il n'était pas humain après avoir entendu sa conversation avec Scatash. Pourquoi me regardez-vous comme ça, demanda James d'un ton confus. Tu ne peux pas être humain, dirent simultanément Chulin et Dante. Je croyais que ça avait été établi il y a environ 145 chapitres, dit James d'un air confus. Je suis à moitié démon. De quoi diable parles-tu, demanda Dante. 145 chapitres? Continua Chulin. Je n'en suis pas sûr, en fait, dit James en se grattant la tête. J'avais l'impression que c'était quelque chose qu'il fallait dire. À cette déclaration, un bref silence s'abattit sur la salle, rompu par l'entrée des autres filles. Misor, Mocha et Flora portaient des tenues identiques à celles de Lady, bleu ciel, bleu sarcelle et bleu roi. Ayam et Shuna portaient des kimonos de cérémonie, blanc et rose, respectivement, avec des pétales de fleurs de cerisier brodés au poignet. Enfin, Xion portait une tenue presque identique à celle de James, un smoking noir avec un gilet violet nuit à rayures à l'ourlet, et une chemise blanche à col Mao. Les seules différences étaient l'absence de motifs de fleurs de cerisier sur le gilet et la chemise déboutonnée, dévoilant une partie importante de sa poitrine et de son décolleté. Je dois dire que s'il décerne des prix pour la plus belle tenue, vous et votre noblesse êtes prêts à les remporter, dit Léona avec un sourire et un pouce levé. Mais je pense que vous feriez mieux d'y aller. J'imagine la confusion que ces vieux démons vont créer si vous êtes le dernier arrivé. Cela me donne de plus en plus envie de finir dernier, a déclaré James avec un sourire sanguinaire. Attendez que la réunion commence avant de faire des bêtises, s'il vous plaît, dit Léona en levant les yeux au ciel. Après ça, lâchez-vous. Compris, dit James avec un sourire. Après cette brève conversation, la noblesse de James se rassembla autour de lui. Puis, James claqua des doigts, et un cercle magique de téléportation apparut sous eux. Un instant plus tard, Léona était seule dans la chambre d'Alavru. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. À l'extérieur de la salle, Ria, Sona et leurs compagnes venaient d'arriver. Ria portait une magnifique robe de soirée rouge cramoisie assortie à sa coiffure, tandis que Sona portait une robe noire qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Les autres membres de sa noblesse étaient également habillés pour l'occasion, smoking et robe de soirée étant de mise. Akeno, quant à elle, portait un kimono noir de cérémonie. Peu après son arrivée, Jacques se téléporta avec sa péri. À leur arrivée, ils commencèrent immédiatement à fréquenter les deux autres nobles. Bonsoir à tous, dit James en souriant. Oh, et Issei, je te conseille de ne pas te plaindre de ma reine, elle peut te tuer plus vite que je ne peux te sauver. James prononça sa dernière phrase après avoir remarqué qu'Issei fixait directement le diamant taillé sur la poitrine de Scatash. Comprenant qui il regardait, Issei se retourna vivement. Pourquoi as-tu dû le lui rappeler, demanda Scatash d'un ton désinvolte. Je voulais voir si je pouvais lui percer un œil. Puis voir combien de temps il lui faudrait pour se rendre compte qu'il avait disparu. En entendant cela, Issei frissonna de terreur. Je suis désolé, maître Scatash, je ne voulais pas vous manquer de respect, dit Issei en s'inclinant à 90 degrés. Ce n'est pas grave, je n'étais qu'à moitié sérieuse, dit Scatash en agitant la main avec dédain. Partiellement sérieux, pensèrent-ils tous simultanément. Bref, entrons, dit James avec un sourire, essayant de détendre l'atmosphère. Puis, comme si cela était naturel, Ria et Sona prirent le bras de James et entrèrent tous dans la salle de banquet. Il s'agissait de la même salle circulaire où James et ses pairs avaient présenté leur rapport après avoir sauvé Yukiona des griffes des anges déchus. Après leur entrée dans la salle de banquet, le silence s'installa un instant. Surtout lorsqu'ils aperçurent Ria et Sona accrochés à James. Mais le silence fut vite rompu par des rires. Ah ah ah. Riez, James, s'exclama un grand et beau jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux violets en s'approchant des nouveaux venus. Ça fait si longtemps, comment allez-vous? Sors, s'exclama Ria, joyeuse. Contente de te voir aussi. Tandis que Ria parlait, elle lâcha le bras de James et Seracé, ou Seraor de Baël, son cousin maternel dans ses bras. Après avoir serré Ria dans ses bras, Seraorg se plaça devant James et lui tendit la main. Acceptant la poignée de main, James sourit et prit la parole. Content de te revoir, Seraorg, dit James en souriant. Et tu sembles avoir gagné en force. Classement intermédiaire et final, hein? Pas mal. J'aimerais pouvoir en dire autant de toi, James, dit Seraorg en lui tapotant l'épaule de sa main libre. Mais je ne sens même pas ton aura pour l'instant. Du coup, je ne sais pas si tu as grandi. Oh, ne t'inquiète pas, je suis sûr que tout le monde le saura bien assez tôt, dit James avec un sourire mystérieux. Après avoir relâché la poignée de main avec James, Seraorg tourna son attention vers Sona. C'est bon de te revoir aussi, Sona, dit Seraorg d'un ton beaucoup plus modéré. Pareil, Seraorg, répondit Sona avec un sourire. Voyant les attitudes tièdes montrées par Sona et Seraorg, Janshiro a posé une question à Tsubaki. C'est moi ou ces deux-là ne s'entendent pas très bien, demanda Janshiro. On pourrait le croire, dit Tsubaki en ajustant ses lunettes. Mais je te garantis qu'ils s'entendent bien.
Alors pourquoi ont-ils l'air si étranges demanda Momo, curieuse de savoir ce qu'ils voyaient. C'est parce qu'à un moment, Sona a demandé à Seraorg s'il était gay, dit Akeno en s'immisçant dans la conversation. Vu la façon dont Seraorg invitait toujours James à s'entraîner, Sona pensait que Seraorg cherchait aussi à attirer l'attention de James. Comment connaissez-vous cette histoire demanda Sona, incrédule. Aucun d'entre vous n'était venu aux enfers quand c'est arrivé. Puis, Akeno, Tsubaki et Koneko ont pointé du doigt James. Il nous l'a dit, dirent-ils tous à l'unisson. Sona tourna alors son regard vers James. Quoi demanda James en souriant. C'était amusant. Sur ce, Sona laissa tomber ses épaules et laissa tomber. Seraorg, quant à elle, éclata de rire. Tu es peut-être le seul à pouvoir faire reculer Sona comme ça sans combattre, dit Seraorg en tapotant James sur l'épaule pendant qu'il parlait. James se contenta d'un sourire. Ils continuèrent ensuite à discuter en se dirigeant vers la salle de banquet. Finalement, ils se séparèrent et commencèrent à se mêler aux autres jeunes démons et à leurs compagnons. Des démons plus âgés étaient également présents, semblant s'éloigner un instant de leur fonction officielle. Finalement, James entendit une voix familière alors qu'il terminait une conversation avec un démon lui aussi intéressé par l'escrime. Seigneur Alavero, dit Ravel Phoenix, vêtu d'une robe de soirée marron, alors qu'elle s'approchait. Ravel, je croyais que nous étions d'accord pour abandonner ces formalités rigides, répondit James avec un sourire désemparé. Ouais, j'avais oublié, dit Ravel en rougissant. C'est bon de te revoir. C'est réciproque, répondit James. Alors, comment se passe l'échange avec ta mère? Ma mère et mon frère aîné ont terminé leur programme d'échange il y a quelques jours, dit Ravel avec un sourire heureux. J'intégrerai votre école en tant qu'étudiant transféré au début du 2e semestre. Eh bien, c'est bon à entendre, dit James en souriant. Je parie que Sona te mettra dans la même classe que Koneko, Gaspé, Mio et Maria. Ça devrait être facile de s'adapter. Ce serait utile, mais je ne suis pas si sûre pour Catgirl, a déclaré Ravel. Je ne suis pas une fille sexy, dit Koneko, surgissant de nulle part. Je suis une Nekomata. Il est fort possible qu'ils soient les mêmes, dit Ravel avec obstination. James Nii, cette fille au poulet frit est méchante, dit Koneko en serrant le bras de James. Soupir. C'est normal que les chats et les oiseaux ne s'entendent pas, hein, se dit James tandis que les deux plus jeunes filles se disputaient. Finalement, Ravel fut appelé pour parler à un ami de son père. Puis, Koneko disparut comme si elle n'avait jamais été là. James secoua simplement la tête en entendant cela. Après cela, il descendit le couloir et se mêla aux autres jeunes diables. Chapitre 147, le rassemblement des jeunes démons 2. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Après avoir bu et dîné avec les autres diables présents pendant environ 1 heure, James remarqua un chat noir errant dans la pièce. Observant le chat avec curiosité, James remarqua que Koneko suivait également ses mouvements du regard. Alors, lorsque le chat quitta la pièce, Koneko le suivit. Pensant qu'il se tramait quelque chose, James attrapa Ria et suivit Koneko. Alors, que crois-tu qu'il se passait avec ce chat demanda Ria tandis qu'il se faufilait derrière Koneko. Je n'en suis pas sûr, répondit James, les yeux fixés sur Koneko. Mais si elle avait été avec moi, je l'aurais peut-être ensorcelée. Tu es sérieux demanda Ria, la panique dans la voix. Calme-toi, dit James d'un ton doux. Je n'ai aucune preuve, ce n'était que des suppositions. En entendant cela, Ria se calma et se concentra sur sa tour. Puis, après avoir suivi Koneko hors de l'endroit et dans la forêt environnante, James et Ria virent Koneko s'arrêter. Lorsqu'elle le fit, ils purent voir qu'elle fixait une femme voluptueuse aux cheveux noirs, vêtue d'un magnifique kimono noir, assise sur une branche d'arbre, le chat noir qu'il suivait blotti sur ses genoux. Oene-sama, murmura Koneko en regardant la femme assise dans l'arbre. Chiron, contente de te revoir, dit la sœur aînée de Koneko en souriant. Elle fronça les sourcils avant de poursuivre. Mais j'espérais te voir seule ici. En entendant cela, Koneko se retourna vivement. Elle était tellement préoccupée par le chat noir familier de sa sœur qu'elle ne prêta aucune attention à ce qui l'entourait. Tandis que Koneko se retournait, James et Ria, sans chercher à se cacher, sortirent dans le champ. Ara, si tu n'es pas l'héritière de la maison Gremory et son garde du corps, dit la sœur de Koneko d'un ton sarcastique. Imaginez que des gens de ton rang rôdent comme ça. Tu peux arrêter d'agir comme ça, Kuroka, dit James calmement. On sait tous que ni Ria ni moi ne nous cachions. Parce que si je ne voulais pas être découvert, on ne le serait pas. Tes paroles sont assez arrogantes, dit Kuroka en sautant de la branche d'arbre sur laquelle elle était assise. Maintenant que Kuroka était plus proche, Ria et James la voyaient plus distinctement. Elle était belle et voluptueuse, avec une poitrine qui rivalisait avec celle de Ria. Elle avait de longs cheveux noirs avec une frange séparée et des yeux dorés aux pupilles félines. Elle portait un kimono noir avec un obi jaune, doublé de rouge, ouvert aux épaules, dévoilant une partie considérable de sa poitrine et de son décolleté. Elle avait également une paire d'oreilles de chat noir et une queue. James Nii, Bushu, pourquoi êtes-vous ici demanda Koneko avec curiosité. Je voulais juste voir ce que tu faisais, répondit James avec un sourire. Koneko hocha la tête en réponse, puis tourna son attention vers sa sœur. Oene-sama, pourquoi es-tu ici demanda Koneko d'un ton sévère. Voyant l'expression de Koneko, Kuroka fut un instant surprise.
Puis elle sourit et répondit à la question. Je suis venue pour t'emmener avec moi, dit Kuroka. Non, merci, dit Koneko sans changer d'expression. Je suis heureuse ici. Et quand je serai grande, je ferai de James Nii mon partenaire. En entendant cela, Kuroka fut surpris, Ryari et James esquissa un sourire ironique. Puis, il fusilla sa sœur du regard. Rejetterais-tu ta sœur aînée pour ces deux-là demanda Kuroka avec colère en pointant un de ses doigts fins vers James et Ria. Pourquoi ne ferais-je pas ça demanda Koneko, toujours avec la même expression. Il y a 6 ans, tu m'as abandonné sans un mot. Si le frère aîné de Ryabushu n'était pas intervenu, j'aurais été exécuté pour ce que tu as fait. En entendant Koneko presque crier à la fin de sa phrase, une pointe de culpabilité traversa le regard de Kuroka. Mais un instant plus tard, elle était redevenue elle-même. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Koneko se calma et reprit la parole. Alors, Ueno-sama, dis-moi pourquoi tu as fait ça, dit Koneko d'un ton légèrement suppliant. Je sais que tu n'as pas perdu le contrôle de ton sanjutsu, comme le disent les rapports. Tu es un génie en sanjutsu. Je sais que perdre le contrôle est impossible pour toi. Une fois de plus, Kuroka fut surprise. Elle s'attendait à beaucoup de choses en retrouvant sa sœur. De la haine, du ressentiment et bien d'autres émotions négatives. Cependant, elle ne s'attendait pas à avoir l'occasion de s'expliquer. Puis elle tourna la tête et prit la parole. Si tu viens avec moi, je te dirai tout, dit doucement Kuroka. Non, dit Koneko fermement. Je ne suis pas assez forte pour l'instant. Mais quand je le serai, je te forcerai à me dire la vérité s'il le faut. Et si ta raison est stupide, je te frapperai pour avoir été une fille aussi méchante. Une fois de plus, Kuroka fut choquée. Au même moment, James éclata de rire, et Ria, déconcertée, réalisa que sa jolie servante avait été contaminée par la folie de James. Je pense que tu es très naïve, dit Kuroka une fois remise de son choc. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne t'emmènerai pas de force avec moi? Waouh, vous, les membres de la brigade du chaos, vous ne partagez pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas, dit James en riant. En entendant cela, Ria, Koneko et Kuroka regardèrent James avec surprise. Puis, Koneko reporta son attention sur Kuroka. Es-tu vraiment avec la brigade du chaos, Kuroka Nezama demanda Koneko, espérant que James se trompait. Malheureusement, les espoirs de Koneko seront brisés par les prochains mots de Kuroka. Comment le savais-tu demanda Kuroka. Parce que Biku essaie, et échoue lamentablement, de se cacher derrière cet arbre, dit James en désignant un arbre non loin derrière Kuroka. Allez, mec, ça commençait à devenir intéressant, dit Biku en sortant de derrière l'arbre derrière lequel il se cachait. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, empereur dragon rouge. Salut, Biko, dit James en souriant. Comment vas-tu? Comment va Vali? Il va bien. Biku haussa les épaules. Il s'entraîne plus dur que jamais, pour te vaincre, bien sûr. Eh bien, bonne chance avec ça, dit James avec indifférence. Attends, c'est le gars qui a battu Vali, demanda Kuroka, choqué. J'ai dit qu'on n'aurait pas dû venir ici, dit Biko. Mais tu étais si confiant. Maintenant, on a un problème. Ce n'est pas comme s'il pouvait nous vaincre tous les deux en même temps, n'est-ce pas, dit Kuroka en fronçant les sourcils. Même s'il était assez fort pour vaincre Vali, on est deux. Il ne pourra peut-être pas nous vaincre tous les deux en même temps, dit Biku, abondant dans le sens de Kuroka. Mais s'il parvenait à nous retenir assez longtemps pour que les renforts arrivent, nous aurions de sérieux ennuis. À cet instant, Kuroka réalisa les ennuis qu'elle avait causés. Cependant, James prit la parole avant qu'il puisse en discuter davantage. Tout d'abord, je pourrais certainement les vaincre tous les deux en même temps et gagner, dit James en souriant. Je peux très probablement battre Vali sans mon balance breaker maintenant. Ton bluff est trop grand, grogna Kuroka. On est tous les deux au niveau ultime. Même si Vali est plus fort que nous, tu ne pourras jamais vaincre deux êtres de niveau suprême en même temps. Pouah. Pour des gens qui pratiquent le sanjutsu, aucun d'entre vous n'est très observateur, dit James avec un soupir las. Pourquoi ne t'efforces-tu pas davantage de percevoir le pouvoir que je garde caché sous la surface? Je ne veux vraiment pas le révéler maintenant. Sinon, ma surprise pour les vieux démons du conseil sera gâchée. En entendant cela, Biku et Kuroka émirent un grognement de dédain. Cependant, ils obéirent à James et utilisèrent leur sanjutsu pour vérifier sa véritable puissance. Une fois l'analyse terminée, ils restèrent tous deux bouche bée. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas, demanda James en souriant. Puisque tu n'as causé aucun problème, pourquoi ne pas sortir d'ici? Tu vas vraiment nous laisser partir, demanda Biku, surpris. Ouais, le vieil homme caché dans le ciel m'arrêterait si j'essayais de te capturer d'une manière ou d'une autre, haussa les épaules James. En entendant cela, Biku et Kuroka furent à nouveau surpris. Puis, en levant les yeux, ils aperçurent un petit singe yoké à la fourrure dorée, portant des lunettes de soleil futuristes, une soutane bouddhiste et un chapelet doré autour de la tête, assis sur un nuage doré flottant. Grand-père, s'exclama Biku, les yeux écarquillés d'une manière comique. Après cela, il a attrapé Kuroka et a crié. Kuroka, vite, téléporte-nous hors d'ici, cria Biku, paniqué. Si mon grand-père nous surprend, on aura des ennuis. Comprenant ce que Biku voulait dire, Kuroka créa sans tarder un cercle magique de téléportation. Un instant plus tard, Biku et Kuroka disparurent.
Puis, le vieux yokai singe flotta jusqu'au sol. Ce satané fauteur de troubles, dit le vieux singe yokai en fronçant les sourcils. Puis il reporta son attention sur James. Dire que je rencontrerais quelqu'un d'aussi fort à un si jeune âge. Ravi de vous rencontrer, Bouddha combattant victorieux, Sun Wukong, dit James en s'inclinant respectueusement. Ce n'est pas nécessaire, dit Sun Wukong d'un geste dédaigneux de la main. Qui es-tu, mon garçon? Je ne te reconnais pas comme l'héritier d'un des célèbres clans des enfers. Je suis James Alavru. James se présenta humblement. Ah, j'ai déjà entendu parler de toi, dit Sun Wukong après un moment de réflexion. C'est toi qui as sauvé Seiyukiona, n'est-ce pas? Bien, dit James en hochant la tête. Eh bien, même si je suis devenu un Bouddha, je te remercie d'avoir sauvé Seiyuki, dit Sun Wukong en souriant. Si tu n'as pas encore de maître, pourquoi ne pas m'accepter comme tel? Non, merci, répondit James en souriant. En fait, j'ai déjà un professeur. Oh, eh bien, je devrais peut-être parler à ton maître, dit Sun Wukong en souriant. Nous ne voulons pas gâcher ses talents. Suggérez-vous que vous pourriez guider un élève pour qu'il atteigne son plein potentiel mieux que ce Skatash, demanda Skatash en s'avançant calmement vers le petit groupe. Ska. Skatash, balbutia Sun Wukong en s'éloignant de James. Tu es censé être piégé dans ce déprimant pays des ombres. Comment es-tu ici? Je crois que cela ne te regarde pas, grand sage égal au ciel, dit calmement Skatash. Cependant, si tu crois sincèrement pouvoir révéler plus de potentiel chez mon disciple que moi, je propose que nous nous affrontions. Le vainqueur pourra poursuivre l'entraînement de James. D'accord, dit précipitamment Sun Wukong en s'élevant sur son nuage doré. Hors de question que je me batte contre une folle comme toi. Et avant que quiconque puisse réagir, Sun Wukong s'envola aussi vite que possible. James, Ria et Koneko tournèrent alors leur attention vers Skatash. Maître, vous a-t-il fait quelque chose par le passé? Demanda James avec curiosité. Eh bien, un jour, avant qu'il ne devienne Bouddha, je lui ai rasé la fourrure après qu'il m'ait offensé, dit Skatash avec désinvolture. Cette fourrure a fait la couverture la plus chaude que j'ai jamais possédée. En entendant cela, James, Ria et Koneko se sentirent un peu mal pour Fighting Buddha Victorious. Au fait, il s'est passé quelque chose, demanda James, s'efforçant de changer de sujet et d'effacer de sa mémoire l'image d'un Sun Wukong chauve. Je ne m'attendais pas à ce que tu nous suives ici. Honnêtement, je n'avais pas l'intention de te suivre non plus, répondit Skatash. Cependant, j'ai pensé que ce serait dommage que tu ne sois pas présent au début de l'apparition du Conseil du Diable. Alors je suis venu le sauver. Oh, je crois que c'est à peu près à ce moment-là, dit James tandis qu'elle le frappait au front pour avoir oublié. Merci d'être venu nous voir. Riri, Koneko, on rentre. Oui, répondit Ria en hochant la tête. D'accord, James Nii. Koneko a répondu. Ensuite, James, Ria, Koneko et Skatash sont revenus sur place. Au même moment, Biku et Kuroka sont apparus à la base de Vali. Bon sang, pourquoi le vieil homme était-il là, se plaignit Biku. Probablement pour être sûr de ne pas causer trop de problèmes, dit Kuroka avec désinvolture. Bon sang, Kuroka. Je ne voulais même pas être là, dit Biku avec colère. Cette fois, c'est entièrement ta faute. Qu'est-ce qui ne va pas avec Biku? Demanda Vali en entrant dans la pièce. Le premier Sun Wukong était là, dit Kuroka alors qu'elle essayait d'engager Vali. Évitant l'étreinte de Kuroka, Vali hocha la tête en signe de compréhension. Alors, comment va le nouveau? Demanda Biku après s'être calmé. Il est bon. Fort, dit Vali avec un sourire joyeux. Je suis sûr qu'il sera un atout précieux pour notre équipe. À ce moment-là, un grand homme aux cheveux blancs argentés et aux yeux bleus glacés portant un manteau bleu sur un costume noir, Virgile, le frère jumeau aîné de Dante, entra dans la pièce. Je n'ai aucun problème à travailler avec toi tant que tu as la chance de combattre mon frère, dit calmement Virgile. Je suis sûr qu'il y aura de nombreuses opportunités, dit Vali. Après tout, il est membre de l'empereur Dragon Rouge, la pairie de Jacques Alavru, dit Vali avec un sourire ardent. En parlant de James Alavru, dit Kuroka comme si elle venait de se souvenir. Il était là aussi. Et il est bien plus fort que la dernière fois que vous vous êtes rencontrés. Chapitre 148, le rassemblement des jeunes démons 3. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. De retour à la salle de réunion du Conseil des Diables, James, Ria, Koneko et Skatash arrivèrent juste à temps. La plupart des participants montèrent au 2e étage. Seuls restèrent au rez-de-chaussée les 7 jeunes diables éligibles pour débuter leur carrière dans le jeu de classement et leurs compagnons. Après être entrés, James et Skatash se séparèrent de Ria et Koneko et rejoignirent le reste de leur noblesse. Puis, comme les autres rois, il s'aligna avec sa noblesse et leva les yeux vers le balcon où siégeaient les échelons supérieurs de la société démoniaque. Alors que James prenait place au milieu des jeunes démons, il regarda à gauche et à droite. Comme prévu, il vit Serra Org à sa droite et une belle jeune femme aux cheveux blonds verts, aux longs yeux roses et aux lunettes qui lui donnaient une expression froide. Ah, c'est Sekvera, pensa James. Je ne l'avais pas vue avant. Je croyais qu'elle n'était pas là. Sekvera Agar, héritière de la maison Agar et archiduc. Sekvera dégage généralement une impression de froideur. Mais elle est généralement très bienveillante envers ceux qu'elle considère comme des amis ou des camarades.
De plus, lors d'un événement auquel ils assistaient tous deux, James découvrit qu'elle était une mécha otaku en voyant certains croquis qu'il avait accidentellement dessinés. Inutile de préciser qu'elle lui fit également jurer le secret. Voyant James à ses côtés, Sekvera ricana en le voyant lui sourire. Elle tourna ensuite la tête vers le balcon où les 4 grands satans et les membres du Conseil du Diable entraient dans la salle. Dès que les nouveaux venus furent assis, Sirzek se leva et s'avança pour s'adresser à tous. Avant de commencer, j'ai 2 annonces à faire, dit Sirzek d'une voix parfaitement audible dans la salle. Premièrement, les 4 grands satans et le Conseil du Diable ont décidé à l'unanimité de promouvoir James Alavru de la haute classe à la classe suprême. Compte tenu du travail accompli et des missions qu'il a accomplies depuis son accession à la haute classe, sa promotion est indéniable. Applaudissez-le chaleureusement. Et comme Sirzek l'avait demandé, toute la salle applaudit le démon de classe ultime, fraîchement promu. Cependant, il était clair que cela ne plaisait pas à tout le monde. Regardant autour de lui, un sourire aux lèvres, James se dit. Ah, quelle joie! Il me peigne une cible pour ces puristes, pensa James en observant les alentours. On dirait que je vais devoir jouer les comédiens romantiques chinois et gifler quelques personnes. Et comme James le pensait, il y avait un membre de l'une des maisons piliers au 2e étage qui ne pouvait pas s'en empêcher. Avec tout le respect que je vous dois, je ne peux approuver cette décision, dit le démon d'âge mûr. Quel intérêt y a-t-il pour un demi-démon, si haut placé dans une société qui ne valorise que la force? Dit un être haut placé de classe suprême. James renifla. Sans ton clan, tu n'aurais jamais été promu à la classe suprême. La salle se tut à la réponse de James. Puis, l'homme d'âge moyen qui avait désapprouvé la promotion prit la parole avec colère. Espèce d'insolent, hurla le démon d'âge mûr. Il est clair que tu ne respectes ni tes aînés ni tes supérieurs. C'est pour ça que tu es un sale demi. Avant que l'homme ait pu terminer sa phrase, James libéra toute sa puissance démoniaque. Ce faisant, l'atmosphère dans la salle changea. Chacun sentit l'air trembler. De plus, de petites fissures apparurent sur de nombreux murs et sols. Manquer de respect à un aîné, c'est bien, je te l'accorde, dit James froidement. Mais supposer que je sois meilleur est ridicule. Tu ne sens pas la différence de puissance? Moi, un jeune homme de 18 ans fermement établi comme un dieu mineur, ou toi, un homme de combien de siècles, qui n'a pas encore atteint le classement final, je pense que la meilleure position est évidente. Tous les présents furent stupéfaits par la puissance déployée par James. Cependant, le premier à émerger fut Sirzek. James, calme-toi, s'il te plaît, dit Sirzek. J'en suis sûr. Bien dit, mon disciple, dit Skatash derrière James. Dans un monde comme le nôtre, seul le pouvoir personnel donne le droit de parler. Et ceux qui manquent de pouvoir et parlent fort finiront par être écrasés par ceux qui les trouvent agaçants. Tandis que Skatash parlait, son regard était fixé sur l'homme d'âge mûr qui avait méprisé James. Son intention meurtrière était pleinement affichée, l'homme était pâle comme un fantôme, le front ruisselant de sueur froide. À ce moment-là, un autre idiot, cette fois du Conseil du Diable, n'a pas réussi à lire l'ambiance. Humble démon réincarné, hurla le membre du Conseil du Diable avec colère. Pour qui te prends-tu? Parlez ainsi à un membre des 72 maisons du pilier. Suggérez-vous qu'un simple être de haut rang mérite le respect de Skatash, demanda Skatash en dirigeant son intention meurtrière vers la nouvelle victime. Dire que j'entraîne ces jeunes hommes ingrats depuis 7 ans. Sur ce, la salle s'est mise à applaudir. Personne ne croyait que la femme devant eux était la Skatash de la légende. Mais c'est impossible, dit le conseiller du diable d'une voix tremblante. Skatash est censé être lié à l'outre-monde. Il est impossible qu'elle soit ici. En effet, intervint un autre membre du conseil. Nous devrions exécuter cette femme pour avoir usurpé l'identité d'un de nos alliés. Et ce garçon métis devrait être démis de ses fonctions pour avoir amené quelqu'un comme ça devant nous, a ajouté un 3e conseiller démon. Tandis que Sirzek tentait de calmer tout le monde, de nombreux membres du conseil attisèrent les flammes, réclamant la rétrogradation de Jacques et l'exécution de Skatash. L'un d'eux, parmi les jeunes diables, regarda Jacques avec dédain. Pourquoi l'héritier d'Astaroth me regarde-t-il comme ça, pensa James. Eh bien, je suppose que c'est juste un de ces suprémacistes sans pur. Ou peut-être qu'il se croit supérieur parce qu'Ajuka est son frère aîné. Ça n'a pas vraiment d'importance, je suppose. S'il avance, il sera remis à sa place comme tout le monde. Après l'avoir attendu un moment, James se souvint des visages de tous les membres du conseil qui avaient fait du grabuge sans autre raison que sa lignée de demi-démons, alors il fit signe à Skatash de parler une fois de plus. Zekram Bael, dit calmement Skatash en regardant le Bael originel dans les yeux. Que penses-tu de ces propos insensés de tes collègues? En entendant Skatash s'adresser à son chef de faction par son nom sans hésitation, ces suprémacistes sans pur furent à nouveau furieux. Cependant, la réponse de Zekram les fit taire. Cela fait plus de 1500 ans qu'ils ne t'ont pas vu, dit calmement Zekram. Il n'est pas surprenant que ces jeunes ignorent l'apparition de la reine guerrière. Non seulement les membres du conseil, mais aussi Sirzek, Ajuka et Falbium furent choqués par les paroles de Zekram Bael. Puis, les 3 satans regardèrent ce Rafale, qui observait la scène en souriant. Ce Rafale, savais-tu déjà qui elle était, demanda Sirzek. Oui, dit joyeusement ce Rafale. Je l'ai rencontrée hier. Tu aurais dû voir la tête d'Aschan et de Tananchan quand ils l'ont vue. Et tu n'as pas jugé nécessaire de nous parler d'elle, demanda Sirzek en se massant les tempes.
Attends, si tu l'as rencontré hier, ça veut dire que Greffia l'a rencontré aussi? C'est exact, dit Sorafal en souriant. Puis elle baissa la tête. Depuis quand devons-nous signaler les nouvelles acquisitions de Jekun à sa noblesse? Bien que ce que Sorafal a dit soit vrai, quelqu'un d'aussi puissant que Skatash apparaissant simplement dans les enfers pourrait être un problème si personne ne le savait. De plus, si j'étais là, c'est uniquement parce que Jekun l'avait amené aux enfers par la voie officielle, dit Sorafal en baissant la tête. Si je ne me trompe pas, nous aurions tous dû recevoir des rapports à ce sujet, non? Sur ce, Sirzek, Ajuka et Falbium se figèrent. Ils avaient effectivement reçu un rapport concernant une femme nommée Skatash, entrée aux enfers en tant que reine de Jacques. Cependant, ils étaient incapables de relier les points à ce moment-là. Pendant ce temps, tandis que les satans discutaient de l'entrée de Skatash aux enfers, les membres du Conseil du Diable restaient stupéfaits. À en croire Zekram, il venait d'insulter et de souhaiter l'exécution de l'une des femmes les plus fortes et les plus sanguinaires de tous les royaumes. Alors, Zekram Bael, comment devrions-nous résoudre le problème du manque de respect de tes collègues envers moi et mon roi, demanda Skatash tout en maintenant un contact visuel avec Zekram. La manière la plus courante de résoudre les problèmes serait un duel, dit calmement Zekram. Bien. James, remplaçant Skatash, répondit froidement. Alors, pour ce manque de respect, tout le monde devrait s'attendre à recevoir des invitations officielles pour un duel peu après la fin de cette réunion. Après que Jacques eut parlé, Zekram le regarda avec des éloges dans les yeux. Ce garçon a subi les railleries et les moqueries de ces idiots à l'estime de soi prétentieuse pendant des années, pensa Zekram en observant le jeune homme en contrebas. Alors, dès qu'il a eu le pouvoir, la position et l'opportunité, il était prêt à frapper. C'est ça, être un démon. Il faut absolument que je trouve une occasion de lui parler. Après la déclaration de James, le calme revint dans la salle. Voyant que personne d'autre n'avait l'intention de s'exprimer sur le sujet, Sirzek fit de son mieux pour remettre les choses en ordre. Comme je l'ai dit, nous avons 2 annonces à faire, dit Sirzek d'un ton étrange. La première concerne la promotion de James, une affaire officielle des enfers. La seconde est plus personnelle. La maison Grémory et la famille Alavru ont décidé que ma sœur cadette, Ria, et le fils d'Alavru, James, se marieraient à l'avenir. Inutile de préciser que cette annonce ne fut pas aussi médiatisée que la première. Après que James eut annoncé son intention de se battre en duel avec plusieurs membres du Conseil du Diable, un mariage arrangé ne signifiait presque rien pour les spectateurs. Finalement, quelqu'un prit la parole pour féliciter le nouveau couple. Après le premier, un deuxième suivit rapidement. Puis un troisième, puis un quatrième. Finalement, la salle entière fut remplie de félicitations et d'applaudissements. Tout va bien, dit Sirzek d'une voix forte. Maintenant que les annonces sont faites, retournons à la réunion des jeunes diables. Et comme chaque année, le conseil discuta de ce que l'on attendait de tous les jeunes démons présents, maintenant qu'ils étaient adultes. Ils interrogèrent ensuite chaque roi sur ses rêves d'avenir. D'après la plupart des jeunes démons, les démons de la génération plus âgée attendaient cela avec impatience. Cependant, 3 d'entre eux se démarquèrent. Tout d'abord, la déclaration de Seraorg Bael selon laquelle ils défieraient et vaincraient un jour l'un des 4 grands satans pour prendre leur place fut ridiculisée par de nombreux diables plus âgés. Cependant, habitué à être méprisé pour ne pas avoir hérité du pouvoir de destruction du clan Bael, Seraorg savait qu'il valait mieux ne pas laisser ses actes parler d'eux-mêmes à l'avenir. Deuxièmement, Sona souhaitait créer une école de jeux de rang qui enseignerait à tous, et pas seulement aux personnes de haut rang. Sona, comme Seraorg, fut ridiculisé pour son rêve. Cependant, contrairement à Seraorg, James intervint et réprimanda ceux qui se moquaient d'elle. Pour une espèce censée respecter la force par-dessus tout, beaucoup d'entre vous freineraient quelqu'un simplement à cause de sa lignée ou de son manque de capacité, même s'il montrait du potentiel, s'exclama James avec colère. C'est à cause de ces imbéciles que nous sommes dans l'impasse avec les anges et les anges déchus depuis tant d'années. Cette fois, personne dans la salle ne répondit aux paroles dures de James. Surtout après avoir vu Zekram Bael hocher la tête. Et le dernier des objectifs futurs qui était différent des autres était le rêve de James lui-même. Je souhaite devenir l'être le plus fort de ce monde, dit James fièrement. Le plus fort de tous les royaumes. Personne ne savait quoi répondre. Personne ne croyait qu'il parviendrait à ce but. Cependant, rares étaient ceux présents à avoir la force de dire le contraire. De plus, James était jeune et les démons avaient une longue durée de vie. Vu sous cet angle, le rêve de James ne semblait pas si absurde. Après cela, les jeunes démons furent informés qu'une série de jeux de classement leur serait réservée. Ainsi, ils s'y familiariseraient dès le début de leur carrière. Ils reçurent ensuite leur programme. Peu de temps après, le rassemblement des jeunes démons prit fin. Alors, Riri et Sona vont s'affronter, demanda James en consultant le programme. Ria et Sona, au lieu de répondre, regardèrent leur fiancé commun. Sans entendre de réponse, James regarda Ria et Sona. Qu'est-ce qui ne va pas, demanda James avec curiosité. Tu avais prévu tout ça, n'est-ce pas, demanda Ria. Non, pas vraiment, répondit James en secouant la tête. Mais j'ai profité de l'occasion qui s'est présentée. De plus, j'en avais assez de me laisser berner par ces fossiles bien élevés et pleins de préjugés. Alors pourquoi ne pas les remettre à leur place, non? Soupir, ça va faire beaucoup de bruit dans les enfers quand ça sortira, dit Ria avec exaspération. Je suis d'accord, dit Sona. Mais,
comme l'a dit James, ce qu'un démon devrait respecter avant tout, c'est la force. Depuis quand la pureté du sang est-elle devenue la norme dans le monde souterrain? Bien dit, jeune Citri, dit une voix masculine qu'ils avaient récemment entendue derrière eux. En entendant cette voix, tous se retournèrent. Voyant qui leur parlait, ils furent surpris. Puis, à l'unisson, ils saluèrent le nouveau venu. Seigneur Baël. Chapitre 149, après le rassemblement des jeunes démons. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Peu de temps après la fin de la réunion des jeunes diables, Sirzek, Ajuka, Sorafal et Falbium se sont réunis dans la salle où les 4 grands Satans tenaient habituellement leur réunion. Soupir. Difficile de croire que Skatash se soit réincarné en démon, soupira Sirzek. Et le changement d'attitude de James fut également une surprise. Vraiment, demanda Ajuka avec curiosité. Je ne pense pas que ce soit si surprenant. Tu ne le connais pas très bien, Ajuka, dit Sirzek en secouant la tête. Il est généralement poli, joyeux et parfois espiègle. Mais il n'a jamais méprisé qui que ce soit sous prétexte qu'il était plus faible que lui. Mépriser ouvertement quelqu'un, répéta Ajuka. C'est ça que tu as vu? N'est-ce pas ce qu'il a fait? Demanda à nouveau Sirzek. Au lieu de répondre à la question de Sirzek, Ajuka tourna son attention vers les 2 autres membres des 4 grands Satans. Qu'en penses-tu, Sorafal, Falbium? Demanda Ajuka. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne connais pas très bien ce gamin, a déclaré Falbio. Mais avant que quelqu'un ne s'en prenne à lui, il n'avait rien fait d'irrespectueux envers qui que ce soit. Je suis d'accord avec Falchan, dit Sorafal de son ton enjoué habituel. Jekun n'a jamais fait que se défendre quand on était méchant avec lui. Qu'y a-t-il de mal à ça? À la question de Sorafal, Ajuka, Sorafal et Falbium tournèrent tous leur attention vers Sirzek. Sirzek, quant à lui, ne savait pas quoi répondre. Il était mal à l'aise en voyant la force de James. Avec la force dont il faisait preuve en déchaînant ses pouvoirs, James pouvait bien figurer parmi les 10 diables les plus puissants des enfers. Je pense qu'il a agi un peu hâtivement, a déclaré Sirzek avec une expression gênée sur le visage. Soupir. L'orgueil de Sirzek s'en mêle, pensa Ajuka. Je sais qu'il n'aime pas l'idée que James puisse un jour devenir plus puissant que lui. D'ailleurs, James a affirmé qu'il le deviendrait, sans détour. Au fait, que pensez-vous de Skatash? Demanda Sirzek, s'efforçant de changer de sujet. Quelle importance? Demanda Sorafal avec curiosité. Si un démon est assez fort pour se réincarner en démon, alors c'est une bonne chose pour lui, non? Et si elle se perdait? Demanda Sirzek. Il n'y a pas beaucoup de démons aux enfers capables de l'arrêter. Ça recommence. Il n'est pas content, car la position de Greffia, la plus puissante reine des enfers, est menacée, pensa Ajuka. Quoi qu'il en soit, qu'allons-nous faire du défi lancé par James aux membres du Conseil du Diable? Demanda Ajuka. Pourquoi devrions-nous faire quoi que ce soit? Demanda Falbio. Vous avez parfaitement le droit de les défier après leur avoir manqué de respect. De plus, intervenir serait trop compliqué. À la réponse de Falbium, les 3 autres ne purent que soupirer. Tout le monde connaissait la paresse de Falbium. Au même moment, dans une petite salle de réunion du même bâtiment, Zekram était assis avec James devant lui, chacun avec une tasse de thé devant eux. Derrière James, Skatash, sa reine, se tenait derrière lui. Je dois dire que j'ai été très impressionné par votre comportement au rassemblement des jeunes démons, dit Zekram après avoir bu une gorgée de thé. Vous avez attendu l'occasion pour manifester votre mécontentement d'une manière digne d'un démon. Merci pour votre compliment, Seigneur Baël, dit poliment James. Le Seigneur Baël semble très formel. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler grand-père ou grand-père, dit Zekram, l'air inchangé. Naturellement, James était perplexe. Skatash ne répondit pas non plus. Il se demandait ce que Zekram voulait dire par là. Il était évident qu'il cherchait à gagner James. La question, cependant, était de savoir pourquoi il ferait cela. Je vois bien que tu ignores que Venlana est de ma lignée directe, dit calmement Zekram. Et puisque tu épouses Ria, tu feras partie de ma famille. Je comprends, dit calmement James. Sachant qu'il était impossible de gagner rapidement la confiance de James, surtout après la façon dont le Conseil du Diable et, par extension, la faction du Grand Roi l'avait traité, Zekram décida de changer de sujet. Alors, à quel point es-tu sérieux dans ton désir de devenir l'être le plus puissant du monde? Demanda Zekram. Le plus sérieusement possible, répondit James. Seul un pouvoir absolu me permet de contrôler mon destin. Zekram et Skatash hochèrent la tête. Zekram reporta alors son attention sur Skatash. Skatash, je n'aurais jamais cru te revoir un jour hors de Shadowland, dit Zekram. Je suppose que des félicitations s'imposent. J'apprécie tes paroles, Zekram Baël, dit Skatash, impassible. Mais au lieu de me féliciter, tu devrais plutôt louer mon disciple pour sa force. Oh, alors ça veut dire que James a réussi à te vaincre, demanda Zekram, une pointe de curiosité dans le ton. C'était la première fois qu'il changeait de ton au cours de cette conversation. Non seulement il m'a vaincu, mais il aurait pu m'ôter la vie, répondit Skatash. Je suis sûr que tu sais ce que j'ai fait au Panthéon celtique. Oui, tu as accepté de superviser l'outre-monde jusqu'à ta mort. Zekram hocha la tête. J'imagine que les Celtes sont très mécontents de ton départ. En effet. Skatash hocha la tête. Mais ils n'y ont rien pu faire.
J'en ai assez de cet endroit. Et James a exaucé mon vœu. Je vois, j'aimerais entendre parler de la bataille, dit Zekram. Je devrais refuser, Seigneur Bael, dit James, reprenant la conversation. Vous raconter la bataille me forcerait à révéler des secrets que je ne suis pas prêt à partager. Bien qu'un peu déçu, Zekram savait que chacun avait ses propres secrets. Il hocha donc la tête avant de reprendre la parole. Je comprends, dit Zekram. Mais si l'occasion se présente, j'espère que tu pourras me raconter l'histoire. Si l'occasion se présente, je serai ravi de le faire, répondit James avec un sourire. Pour l'instant, je vous prie de m'excuser. Ma péri m'attend toujours. Et je suis sûr que mes parents aimeraient être informés des événements de ce soir. Bien sûr, répondit Zekram. J'ai apprécié notre petite conversation. J'aimerais également vous inviter, vous et votre noblesse, à me rendre visite au château de Bael. Puisque Seraorg et moi sommes amis, ça ne me dérangerait pas de visiter le château de Bael un jour, répondit James avec un sourire. Après cela, James se leva, s'inclina poliment devant Zekram et fit ses adieux au vieux démon. Après avoir quitté la salle de réunion, James retrouva le reste de sa noblesse, créa un cercle magique de téléportation et ramena tout le monde au domaine d'Alavru, dans les enfers. Pendant ce temps, Zekram maintenait sa position sur sa chaise tandis qu'il pensait au jeune demi-démon à qui il venait de parler. Le nouvel empereur Dragon Rouge est un jeune homme plutôt intéressant, dit Zekram avec un léger sourire. Il est audacieux mais prudent. C'est le genre de démon dont les enfers ont besoin pour grandir. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Lorsque James et ses pairs arrivèrent à leur demeure des enfers, ils furent surpris de voir la pièce bondée. Les parents de James, Cassiel et Léona, étaient présents. Les parents de Ria, Zéoticus et Venelana, ainsi que ceux de Sona, Dante et Rhea, étaient également présents. Greffia accompagnait le couple Grémory. Et bien sûr, Ria, Sona et leurs compagnons étaient également présents. Eh bien, je ne m'attendais pas à une salle comble, a déclaré James avec un sourire. Alors, après avoir parlé, il s'est approché de son père et l'a serré dans ses bras. Content de te revoir, papa, dit James avec joie. Ça faisait longtemps. Je suis surpris que grand frère Sirzek t'ait accordé un peu de répit. Ah. Content de te revoir aussi, James, dit Cassiel en lui rendant son étreinte. Ria et Sona nous ont déjà parlé de ta participation au rassemblement des jeunes démons. Excellent travail. Léona, Zéoticus, Venelana, Dante et Rhea hochèrent la tête. Ensuite, tout le monde commença à discuter des moments forts de l'événement. Finalement, Venelana posa une question en serrant Koneko dans ses bras, assis sur ses genoux. Alors, comment c'était de revoir ta sœur après toutes ces années, demanda doucement Venelana. Avec cette question, la salle devint silencieuse, tandis que tout le monde attendait la réponse de Koneko. Kurokanezama n'a pas voulu me dire la vérité, dit Koneko d'un ton triste. Mais elle n'a pas nié n'avoir jamais perdu le contrôle. Ce qui signifie que James Nii avait raison. Il y a plus que ce qui a été rapporté. Cela signifie simplement que tu devras être assez forte pour lui demander la vérité, dit James en souriant. Et je suis sûr que si tu le demandes, le maître sera prêt à t'aider à acquérir la force nécessaire. En entendant cela, tous les camarades de James et Sona tremblèrent. Les souvenirs de l'entraînement avec Skatash étaient encore frais. Les diables majeurs, Ria et ses camarades furent choqués par les réactions tremblantes de chacun. Cependant, Ria pensa que c'était une bonne occasion de se renforcer devant ses pairs. Alors, à la place de Koneko, Ria demanda. Maître Skatash, si ce n'est pas grave, pourriez-vous m'aider dans mon entraînement et celui de mon noble, demanda Ria d'un ton humble et en s'inclinant poliment. En entendant cela, Sona chuchota rapidement à Ria. Ria, es-tu sûre de ça, demanda Sona doucement. Assez doucement pour que personne d'autre ne puisse l'entendre, même avec leur sens surnaturel. Bien sûr, répondit Ria. Si je veux soutenir James à l'avenir, je dois être assez forte. En entendant cela, Sona fut surprise. Puis, prenant une expression déterminée, elle posa la même question à Skatash. Moi aussi, maître Skatash, demanda Sona avec détermination, le regard brûlant. Si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous continuer à nous aider, mes compagnons et moi, dans notre entraînement? Une fois de plus, la noblesse de Sona trembla. Cependant, aucun d'eux ne se plaignit. Bien que l'entraînement de Skatash fût brutal, les progrès accomplis en 25 jours étaient indéniables. Au lieu de répondre immédiatement, Skatash prit un moment pour observer Ria et Sona. Puis elle sourit légèrement. Tant que ton désir de devenir plus fort est sincère, je serai heureuse de t'aider, dit Skatash. Puis, d'un ton sévère, elle poursuivit, cependant, une fois que tu auras commencé, tu ne pourras plus revenir en arrière. Est-ce bien compris? Oui, je me confierai, moi et mes nobles, à votre direction, répondirent Ria et Sona à l'unisson. Pendant ce temps, Seiushulin et Tsubaki se chuchotaient des choses. Je comprends pourquoi Ria a demandé au maître de l'entraîner, elle et sa noblesse, dit doucement Seiushulin. Mais Sona est-elle un peu masochiste? Ou a-t-elle déjà oublié l'entraînement rigoureux qu'elle a subi il y a quelques jours? Je pense qu'elle ne veut tout simplement pas prendre trop de retard sur Ria, répondit Tsubaki. Je pense que oui, dit Seiushulin en regardant autour de lui. Mais il est rare de voir quelqu'un d'assez fou pour se soumettre volontairement à l'entraînement du maître une seconde fois.
As-tu quelque chose à dire, mon idiot de disciple, demanda Skatash, surgissant soudain derrière Seu Chulin et Tsubaki. On devrait peut-être s'entraîner davantage ce soir. Seu Chulin et Tsubaki sursautèrent de surprise en entendant cette voix si proche. Puis, se retournant précipitamment, ils découvrirent Skatash souriant à Seu Chulin. Cependant, ce sourire n'était ni doux ni joyeux. C'était plutôt un sourire qui promettait un entraînement douloureux. N. Non, madame, dit Seu Chulin d'un ton rempli de peur. En fait, je suis assez épuisé après presque un mois d'entraînement. Au même moment, Tsubaki s'éloigna discrètement de Seu Chulin. Bien qu'elle l'aimait, elle n'avait aucune intention de se laisser entraîner dans la torture inhumaine que Skatash qualifiait d'entraînement pour le punir. Au même moment, Dante parlait à Yuto. Je ne sais pas si Lancé est juste malchanceux ou stupide, dit Dante avant de boire une gorgée. Pourquoi commenterait-il l'entraînement de cette folle alors qu'elle pouvait l'entendre? Dès que Dante eut terminé, Yuto s'éloigna de lui. Un instant plus tard, Skatash apparut derrière Dante, tenant Seu Chulin par la nuque. Je pense qu'un partenaire d'entraînement te conviendrait, mon idiot de disciple, dit Skatash. Et je pense que le fils de Sparda serait un bon partenaire d'entraînement. Après avoir parlé, il attrapa Dante par la nuque, comme il le faisait avec Seu Chulin. Qu'est-ce que c'est? S'exclama Dante. Tu n'as pas le droit de me forcer à m'entraîner. En fait, Dante. Intervint James de l'autre côté de la pièce avec un sourire. En tant que madreine, elle est la seconde de ma péri. Putain, James, cria Dante tandis que Skatash le traînait, lui et Seu Chulin, vers le terrain d'entraînement. Chapitre 150, préparatifs pour le premier match de qualification. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Le lendemain de la réunion des jeunes diables, James emmena son noble Cheria. Il n'avait pas l'intention de s'entraîner avant la dernière minute avant la première série de match de classement. James, Ria et Sona avaient match de classement prévu pour les 2 jours suivants. Demain, James devait affronter l'héritier de la maison d'Astaroth et frère cadet de Satan, Ajuka Belzébuth, Diodora Astaroth. Ria et Sona s'affrontaient. Alors James, as-tu un conseil à me donner pour mon match contre Sona? Demanda Ria en s'asseyant sur les genoux de James, les bras autour de son cou. Non, répondit simplement James. Oh, allez, James, dit Ria d'un ton charmeur en frottant ses seins contre James de manière suggestive. Non, c'est non, dit James en riant. Tu ne veux pas que je révèle à Sona tes forces et tes faiblesses, n'est-ce pas? D'accord. Ria fit la moue en détournant le regard de James. Mais elle ne grimpa pas sur ses genoux. Alors, quelle est notre stratégie contre cet Astaroth? Demanda Seu Chulin de l'autre côté de la table. Actuellement, les pères de James et Ria étaient tous assis ensemble à la table à manger car ils venaient de terminer le déjeuner ensemble. Je n'y ai pas pensé, dit James. On ne sait pas grand-chose sur votre noblesse. Comment veux-tu que nous allions au combat sans stratégie? Demanda Seu Chulin. Tu as été gâté depuis que tu as rejoint James, dit Skatash depuis son siège à côté de Seu Chulin. Qu'est-il arrivé à ta capacité d'adaptation? Maître, ce n'est pas un combat normal, dit Seu Chulin, impuissant. Il y a beaucoup de règles dans ce jeu de classement. Et sais-tu quelles règles nous suivrons en combat? Demanda Skatash. Non, pas encore, répondit Seu Chulin. Alors comment veux-tu que quelqu'un ait déjà une stratégie? Demanda Skatash en levant les yeux au ciel. Je ne comprends pas pourquoi tu es si inquiet, Lancé, dit Dante en souriant. Nous les avons surpassés à chaque fois. Ton roi est le seul être haut placé de ton côté. Fils de Sparda, dit Skatash en regardant Dante. C'est bien de mépriser ses adversaires, mais ne les rabaisse ni ne les sous-estime jamais. Ouais, je sais, dit Dante en faisant la moue. Bref, dit James, interrompant la conversation. ISE, je n'ai jamais su comment s'est passé ton entraînement avec ta nain. En entendant la question de James, Issei s'est immédiatement mis à pleurer. C'était horrible, s'écria Issei, indigné. Ce vieil homme ne me laissait même pas dormir paisiblement. J'avais peur d'être brûlé par le souffle d'un dragon tout le temps. Ne te fais pas d'illusions, mon garçon, dit Skatash en souriant. Si le souffle de ta nain t'avait touché alors que tu étais sans protection, il n'en resterait même plus une miette. En entendant cela, Issei ne put s'empêcher de frissonner de peur. James sourit à sa reine. Avec maître dans les parages, Issei ne s'amusera pas beaucoup, pensa James en souriant. D'accord, maître, arrête de lui faire peur, dit James. Je veux quand même savoir ce que ta nain lui a fait subir. Ta nain n'était pas le seul à me torturer, gémit Issei. Skiadrom ne me laissait pas utiliser mon équipement sacré. Oh, Skiadrom, demanda Skatash en haussant un sourcil. As-tu aussi décidé de ne pas saluer ce Skatash? Merde, pensa Skiadrom après avoir été révélé. Bien sûr que non, Skatash, dit Skiadrom, permettant à tous les présents d'entendre sa voix. Je me reposais, c'est tout. Je me repose, hurla Issei. Tu te plaignais de toutes mes erreurs à l'entraînement, quand maître Skatash n'était pas là. Bon sang, mon garçon, dit Skiadrom avec colère. Alors, tu m'évites, Skiadrom, demanda Skatash en souriant. D'accord, cria Skiadrom, irrité. Ouais, je t'évitais. À part Tiama, tu es la femme la plus folle que je connaisse. Tiama. D'après ce que j'ai entendu, elle vit dans la forêt familière, n'est-ce pas? Demanda James. C'est exact, répondit Akeno.
D'après ce que j'ai entendu, elle est la gardienne de la forêt familiale. C'est le fruit d'un accord qu'elle a passé avec Ajuka-sama. Je vois, dit James en lui caressant le menton. Tu crois qu'elle deviendrait mon familier si je la battais? Pas du tout, cria Drake depuis le boosted gear. Quoi de neuf, Drake? Demanda James avec curiosité. Tiama, tu me détestes un peu, dit doucement Drake. Tu te souviens que j'ai dit que j'avais perdu une partie de leur trésor quand Albion et moi sommes morts? Oh oui, tu as dit quelque chose comme ça, dit James. Mais je n'ai pas encore de familier. Et je me disais qu'un dragon serait vraiment utile. J'aime ton ambition, mon disciple, dit Skatash avec un sourire affamé de combat sur son visage. Oh, super, dit Séuchulin d'une voix fatiguée. Les deux interrupteurs étaient actionnés. À partir de là, James et Skatash ont discuté de ce qui pourrait être fait pour que Tiama accepte un contrat familial avec James. Au fil de leur conversation, ils semblaient avoir oublié tout le monde dans la pièce. Au bout d'une dizaine de minutes, la conversation prit fin et ils reprirent leurs échanges. Au fait, de quoi parlions-nous déjà? Demanda James. J'ai l'impression qu'il s'agissait de se moquer d'ISE. Tu aimes vraiment faire de moi la cible de tes blagues? Demanda Issei. À l'unisson, James, Akeno, Mizor, Koneko, Moka, Shuna, Shion, Nio, Maria et Skatash répondirent oui. Issei fut surpris. S'il s'attendait à ce que certaines filles présentes soient d'accord, il n'était pas prêt à ce que la plupart d'entre elles le soient. Très bien, assez de moqueries, mon serviteur, dit Ria depuis les genoux de James. Maître Skatash, que comptez-vous faire à notre retour dans le monde des humains? J'ai pensé devenir professeur dans votre école, dit Skatash. Comment ça s'appelait déjà? L'Académie Kuo? Quel sujet? Demanda Maria avec curiosité. L'éducation physique, répondit simplement Skatash. Je lui ai donné des manuels et des règles sur divers sports couramment pratiqués dans les écoles japonaises, a ajouté James. Je savais qu'il se lasserait vite des talk-shows matinaux et des feuilletons. Alors j'ai pensé à quelque chose comme ça. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit Ria, approuvant le plan de James. Si elle le souhaite, elle deviendra également coach et conseillère pour le MMA Club, a déclaré James. Tu as passé 2 ans avec un entraîneur et conseiller fantôme, pourquoi en acheter un maintenant? Demanda Akeno avec curiosité. C'est juste pour que le maître ait quelque chose à faire, répondit James en haussant les épaules. Mais il faudra que tu t'adaptes aux normes humaines. Ça pourrait être intéressant, dit Skatash d'un air pensif. Je peux atteindre un niveau supérieur de contrôle corporel si je dois me restreindre autant. Après cela, le groupe a continué à discuter du semestre à venir, discutant de tout ce qui les intéressait. Environ 1 heure plus tard, Venelana et Greffia sont entrés dans la salle à manger. Alors, Ria, as-tu eu des informations sur tes prochains adversaires? Demanda Venelana en souriant. Non, James ne dira rien. Ria fit la moue. Quel petit ami. Tu te souviens que je suis aussi le fiancé de Sona, n'est-ce pas? Demanda James, incrédule. Puis, après que Ria eut encore boudé, James tourna la tête vers Greffia. Alors, grande sœur Greffia, quand est-ce que toi et Maître allez vous disputer? Pourquoi ferions-nous ça? Demanda Greffia, le ton et l'expression confuses. Découvrir qui est la plus forte reine des enfers. James l'a dit comme si c'était une évidence. Je passe mon tour, répondit calmement Greffia. Peu m'importe d'avoir ce titre ou non. Soupir. Je savais que tu réagirais comme ça, soupira James. Je voulais juste mettre Sirzek en valeur. En entendant cela, Ria, Venelana et Greffia se souvinrent de ce que James avait dit à propos de Sirzek. Il ne pense pas vraiment que Sirzek mérite son surnom de Satan, n'est-ce pas? Pensa Venelana. J'avoue que son assurance est vraiment séduisante. Je pense que je vais garder cette conversation pour moi, se dit Greffia. Sirzek n'est plus content, car James pensait le surpasser. Si James et Big Brother se battaient, je me demande qui je devrais soutenir, pensa Ria. Après cela, le groupe a continué à parler et à s'amuser pendant les heures suivantes. Enfer, territoire d'Astaroth, domaine d'Astaroth. J'ai enfin pu te revoir, dit un beau jeune homme blond à l'air doux en regardant le portrait d'une belle jeune femme. Oh, mon Asia. On ne tardera pas à se revoir. Ce jeune homme était Diodora Astaroth, l'adversaire de James lors du match de classement de demain. Alors que Diodora contemplait le portrait d'Asia Argento, Ria, pion, on frappa à la porte de sa chambre. Toc. Toc. Maître Diodora, le Seigneur vous appelle, dit la reine de Diodora depuis l'autre côté de la porte. Il a mentionné vouloir discuter des stratégies possibles pour son match de classement contre James à Lavru. Bon sang, s'exclama Diodora. Pourquoi m'interromps-tu maintenant? Bien que mécontente, Diodora savait qu'elle n'était pas en état de défier son père, le Seigneur Astaroth. Du moins, pas encore. Finalement, Diodora ouvrit la porte de la chambre avec son doux sourire habituel. Mais non sans avoir caché le portrait d'Asia. Puis, elle se rendit au bureau de son père. Quelques minutes plus tard, Diodora arriva et frappa à la porte. Toc. Toc. Père, c'est moi, Diodora, dit Diodora, s'annonçant poliment. Entrez, dit calmement le Seigneur Astaroth. Après avoir reçu l'autorisation d'entrer, Diodora ouvrit sans tarder la porte. Il s'avança et se plaça devant la table de son père, attendant la permission de s'asseoir.
Asseyez-vous, dit le seigneur Astaroth après que Diodora soit arrivé devant son bureau. Et comme l'avait dit le seigneur Astaroth, Diodora s'assit devant son père. As-tu réfléchi aux stratégies que tu utiliseras lors du jeu de classement de demain, demanda le seigneur Astaroth après que Diodora se soit assise. Pourquoi devrais-je envisager une stratégie contre un métis, demanda Diodora avec dédain. Il n'y a aucun défi dans ce jeu de classement. Soupir, as-tu suivi ce qui s'est passé à la réunion des jeunes démons, demanda le seigneur Astaroth. Il n'avait rien à redire sur son plus jeune fils. S'il devait choisir, le seigneur Astaroth dirait qu'il ne prend pas au sérieux ceux qu'il considère comme inférieurs à lui. J'admets que ta force de haut rang et de haut niveau est impressionnante pour ton âge, Diodora, dit le seigneur Astaroth avec exaspération. Mais il est 2 rangs au-dessus de toi. Ce n'est pas quelqu'un que tu devrais mépriser. Ce n'est qu'un métis, dit Diodora avec obstination. C'est juste un métis qui a eu la chance de naître avec un dragon immonde attaché à son âme. Et comme James le réalisait, Diodora était bel et bien l'un de ces nobles pleins de préjugés, et il n'aimait pas ça. Plus important encore, il se ferait un plaisir de le renverser. Soupir. Avant de céder le poste de chef de clan à Diodora, il faut faire quelque chose contre cette haine envers les sans-mêlés, pensa le seigneur Astaroth en regardant Diodora avec inquiétude. Et qu'a-t-il contre les dragons? On dirait un de ces extrémistes de la faction du vieux Satan. Diodora, mon fils, dit sérieusement le seigneur Astaroth. Même si tu ne prends pas les choses au sérieux en tant que sans-mêlé, mieux vaut être préparé à toute situation. C'est ce qu'on attend du seigneur de l'une des 72 maisons des piliers. Bien qu'il désapprouvât les paroles de son père, Diodora accepta à contre-cœur pour ne pas être dérangé pendant des heures. Après quelques heures de discussion sur les stratégies à adopter pour leur prochaine partie de classement, Diodora fut autorisée à regagner ses quartiers. Je vais tuer ce sale bâtard, dit Diodora avec colère après être retournée dans sa chambre. Je sais qu'il a quelque chose à voir avec l'échec de mon plan pour l'Asie. Je vais lui faire payer son refus. Alors que Diodora finissait de parler, il fouilla dans ses vêtements et en sortit un petit serpent noir. Son bras était à l'intérieur de la chemise, mais il bougea, laissant apparaître une cicatrice qui courait de son épaule à son torse. Ignorant la cicatrice, Diodora fixa le serpent noir avec extase. Ce faisant, son expression prit une teinte de folie. Avec ça, je pourrais t'effacer de l'existence, dit Diodora d'un ton fou. Alors l'Asie sera à moi.